Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live, alors un mobile live le samedi, c'est sur Numa Fishing. On va vous laisser le temps de vous connecter tout doucement. J'ai avec moi mes deux compères du soir, 2 sur 3, puisqu'on a un troisième qui nous rejoindra tout à l'heure, qui est Tom de Pêche Moderne que vous connaissez. J'ai au centre Julien Fessot qui va nous accompagner tout au long. Salut Julien. Salut Nouma, salut à tous. Alors Julien, il est là à plusieurs titres. D'abord, je le connais bien, c'est un copain. Ensuite, c'est un sponsorisé Savage Gear, pour dire tout de suite d'où les gens parlent. Donc, on est très très liés professionnellement aussi. Et puis, Julien, c'est un guide de pêche qui a réussi. C'est bien d'avoir quand même le témoignage de quelqu'un qui a pu percer dans une profession dont vous vous doutez bien, c'est un peu le fond de la discussion de ce soir. C'est un métier qui fait autant envie qu'il est difficile à réaliser concrètement. Et puis à droite, Mickaël Le Pourceau. Salut Mickaël. Salut, ça Ah, va? Et bonjour à tous. Alors Mickaël, c'est pareil, hein, on se connaît depuis super longtemps, puisque tu collaborais déjà à Mediacarp dans mes jeunes années. Je me demande même si tu n'as pas écrit dans Mediacarp avant moi, tellement ça fait longtemps. Possible. C'est possible, faut dire que tu es beaucoup plus vieux. Ah oui, Donc on se connaît depuis longtemps, et bon, Mickaël est là en qualité de formateur, puisque tu es directeur, je sais plus qu'on appelle ça un CFPA, c'est ça, les formations pour adultes, comment ça s'appelle déjà? ah oui, moi je suis responsable de formation depuis 2004 dans un CFPPA. C'est un centre de formation et de promotion agricole, mais en fait c'est un centre de formation pour adultes qui dépend d'un lycée agricole Voilà, et donc il dispense un diplôme de moniteur guide de pêche. de pêche, un BPGEPS pêche de loisirs. Alors, Mickaël ne le dira pas, mais c'est la principale centre de formation. C'est en tout cas celui qui a meilleure réputation, celui dont on entend le plus souvent parler. Donc déjà, première information, si vous devez aller dans un centre, soit c'est le plus proche, soit sans doute c'est celui de Mickaël. Et donc depuis peu, il y a Tom de Pêche Moderne, donc qui est lui en fait qui viendra après, mais en termes de double casquette, c'est à la fois un mec qui a connu le métier de guide sur le terrain. Et puis maintenant, il t'a rejoint au sein de la formation. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, à part servir des bières et passer le balai? Non, il m'a rejoint. Alors ça faisait quelques années quand il était chez qu'il travaillait chez Pêche Moderne, qu'on travaillait ensemble sur tout le suivi des stagiaires. Et en fait, il m'a rejoint en tant que formateur référent de la formation. D'accord, ok. Donc, il a un rôle primordial dans la formation. Les gens Comme demandent où second. c'est Cône. C'est en Bretagne, mais où précisément? C'est juste à côté de Dinan, à un quart d'heure au sud de Dinan. Donc, D'accord, c'est sur l'axe entre Rennes et Saint-Brieuc. super. Là, il y a déjà beaucoup de monde, hein, impressionnant. Je pensais pas que ça intéresserait autant de monde. Après, d'un autre côté, c'est la raison pour laquelle on fait ce live. Alors bien sûr, c'est beaucoup moins spectaculaire comme live que celui sur les animalistes et tout ça. Je vous rassure, ça sera aussi sans doute un peu plus facile à suivre. Mais c'est un métier qui fait rêver les jeunes et les moins jeunes. Et donc c'était important aussi de parler des conditions d'accès du métier. Essayer peut-être aussi de dissiper certaines illusions et malentendus. Mais aussi rappeler que c'est un beau métier, que c'est possible. Julien est là pour en témoigner. Je vous propose, comme on est déjà très nombreux, qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et peut-être en appuyant presque là où ça fait mal. Moi, ça fait quand même, je suis ça de très très loin. Ça fait quand même 20 ans que je vois cette histoire de guides de pêche, qui sont maintenant des moniteurs guides. Et alors aujourd'hui, c'est quoi le statut actuellement et qu'est-ce qu'on est quand on est guide de pêche? Julien? Alors, Mickey? Mickey? euh, bon, je commence. Alors, si on prend le statut jeunesse et sport, on est un éducateur sportif. Donc, la pêche, ce qui est plutôt positif, parce que ça veut dire que la pêche est clairement reconnue comme un sport aujourd'hui auprès du ministère des Sports. Et après, quand on parle de statut, ça peut être aussi sur quel statut on va s'insérer professionnellement. Donc, on peut être salarié et on peut être patron à son compte. Et là, il y a tout un panel de statuts qui existent. Le plus prisé aujourd'hui, c'est forcément l'auto-entrepreneur parce que c'est facile. C'est pas forcément le mieux parce que quand on doit acheter un bateau, qu'on a des charges, il y a d'autres statuts qui existent. Ça, c'est On un va en long débat. parler. On va en parler après. Ce qui est intéressant, c'est l'affiliation à Jeunesse et Sport, qu'elle n'est pas de soi, hein, parce que la pêche, en réalité, en tant qu'en telle, elle dépend du ministère de l'Agriculture. Donc, il aurait été logique, pourquoi pas, que ça reste dans l'escarcelle du ministère juste de l'Agriculture. Mais là, Jeunesse et Sport. Alors, d'abord, c'est quoi les enjeux? Quel est l'intérêt que ça soit Jeunesse et Sport? Les enjeux, c'est d'avoir une formation qui rejoint toutes les formations jeunesse et sport sur le sport, c'est-à-dire on est considéré au même titre qu'un moniteur de kayak, qu'un moniteur de tennis, et il y a toute une partie de la formation qui
on va pas dire commune, mais qui a des référentiels communs, ce qui permet de former les gens sur pas seulement la pêche, mais surtout sur, on parlait de statut, sur de la démarche de projet, sur de la pédagogie d'enseignement, et on devient vraiment à part entière un enseignant de la pêche, et pas simplement un guide de pêche, comme beaucoup peuvent penser, et ça ouvre un panel de métiers en fait. On pourra parler tout à l'heure, à travers un diplôme, plusieurs métiers. Et est-ce qu'il y a quand même aussi une protection autour de ça? C'est-à-dire qu'avant, quand on emmenait des enfants, je dis on parce que j'ai moi-même été pratiqué un petit peu dans mes jeunes années, mais donc c'était il y a 20 ans, plus que ça même, enfin si, 20 ans à peu près. Et quand on emmenait des enfants, on n'était pas tout à fait au clair. D'abord, il y a le problème de l'agrément jeunesse et sport, si tu veux en dire deux mots rapides. Et puis donc aujourd'hui, est-ce qu'on a une meilleure protection du statut par rapport au fait d'encadrement en fait? C'est ça qui est important. Alors, ça donne un statut d'encadrant. Ça fait rentrer. Par contre, ça donne aussi des contraintes qui sont les contraintes protectrices. Quand on est un moniteur guide de pêche, qu'on est éducateur sportif, on rentre dans le cadre du code la loi du code du sport. Donc ça veut dire qu'on a des obligations légales à suivre, mais on a aussi des assurances qui derrière reconnaissent le métier et suivent. Et on a un encadrement qui est ficelé pour accueillir des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on peut accueillir tout public, mais notamment sur les mineurs où il y a le plus de contraintes, on va avoir un statut protecteur qui n'existait pas et qui n'existe pas dans des métiers où il n'y aurait pas de diplôme. Donc, on rentre dans un cadre. Voilà, c'est ça. Et surtout, ce cadre-là, il a des contours de plus en plus mieux définis. Et Julien, si on peut juste évoquer la mésaventure qui t'est arrivée il y a quelques années pour montrer aussi que c'est aussi un métier qui est sans cesse en construction et en parachèvement, puisque donc tu as été diplômé, tu étais j'imagine à Cône, c'est comme ça que vous êtes rencontrés. Oui, j'étais à Cône, donc j'ai été diplômé en 2015, et c'est vrai qu'au cours de la formation avec Michael, Thomas, on avait pu évoquer le problème que rencontraient en fait certains guides dans certaines régions. Il y avait déjà eu quelques soucis où en fait les affaires maritimes venaient réclamer en fait qu'on ait un autre diplôme, le capitaine de sang. Qui est très contraignant, voilà. C'est une formation horrible, faut aller sur un chalut ou je sais pas quoi, enfin c'est une histoire de fou quoi. Oui, après en fait une fois que tu as passé ton examen, tu valides pendant 6 mois en mer. Il me semble que c'est 6 mois, ouais. Enfin bref. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai entendu aussi. Plusieurs mois en mer à travailler. Pour ensuite pouvoir exercer. Bref. Ouais. Et donc en fait, moi, le souci qui m'est arrivé, si tu veux, c'est que j'avais dans le port où j'exerce à Royan, j'avais un concurrent entre guillemets qui lui faisait de la balade en mer, bateau-taxi et qui emmenait également les gens pêcher, qui lui avait donc ce fameux diplôme de capitaine de sang. Et si tu veux, vu qu'il avait des relations aux affaires maritimes, il a réussi à les emmener dans son délire de me faire sauter de la place, quoi. Donc, en fait, il t'a attaqué sur la légitimité juridique, en fait, de l'accompagnement de personnes en mer et tout ça. Et donc, les affaires maritimes m'ont attaqué. C'est allé jusqu'au tribunal. J'imagine que. C'est allé jusqu'au tribunal maritime de Bordeaux, oui, tout à fait. Où justement, là, c'est un peu grâce à la Fédé des guides et de son syndicat qui a pu me défendre et s'occuper de monter un dossier et avec moi, bien sûr. Mais et donc, tu as gagné et donc ton cas fait jurisprudence, j'imagine. Et a permis, ça, ouais. Donc c'est ce que je disais, un peu de définir au moins sur une partie le cadre d'exercice du métier de guide. Tout ça pour dire que c'est encore un petit peu en train de se faire. Alors, Michael, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, j'ai mon diplôme, qu'est-ce que j'ai le droit de faire et pas de faire en termes de guidage, par exemple? Alors, juste pour revenir sur l'histoire de Julien, ça part clairement d'une discorde entre deux ministères. Donc, le cadre, il est clair chez Jeunesse et Sport. Il était reconnu, nous en Bretagne, on n'a jamais eu de soucis, et dans pas mal de régions non plus, par les AFMAR, mais il n'était pas reconnu par certains quartiers d'affaires maritimes. Et c'est très bien que Julien ait été au bout du procès parce que ça fait jurisprudence aujourd'hui. Ceci dit, j'avais eu, moi, un des gendarmes qui l'avait contrôlé au téléphone parce qu'on avait échangé. Il ne voyait pas comment... il avait suivi la procédure parce qu'il était obligé de la faire à la demande du préfet maritime. Il ne voyait pas comment il pouvait faire.
Non, pas convaincu, puisqu'on attaquait un diplôme qui existe dans un autre ministère. Donc voilà, par contre, il y a des choses qu'on a le droit de faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Le BPGEPS, au début de BPGEPS pêche de loisirs qui forme au départ, il est sur l'eau douce et le littoral. Donc on a le droit d'enseigner la pêche au niveau de l'eau douce et du littoral. Vient un diplôme complémentaire qui est une UC complémentaire pêche de loisirs en milieu maritime, que Julien avait passé, hein, donc il était tout à fait dans les règles, qui, elle, autorise à guider en mer à bord d'un bateau. Et alors, c'est là qu'il faut faire attention, et ça peut encore porter des fois des problématiques, c'est que le cadre, il est bien d'enseigner la pêche à bord d'un bateau, et pas faire des sorties ou des promenades avec des passagers pour se promener en mer. Donc on reste sur la pêche. C'est vrai que Julien, vu ce qu'on prend comme poisson sur son bateau, c'est vrai qu'on est quand même plus proche de la promenade que de la partie de pêche. Donc voilà, Julien aurait annoncé sur ses flyers promenade en mer, sortie pêche ou autre, il aurait pu avoir des problèmes, mais là il était tout à fait dans les coups. Et alors concrètement, admettons, je n'ai pas le diplôme, et j'emmène des gens à la pêche, pas au noir, hein, je me déclare et tout ça. D'abord, est-ce que je peux me déclarer? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, ce qui est génial en France, c'est que tu peux te déclarer, tu peux t'installer, parce que tu vas créer une entreprise, donc tu vas payer tes charges, tu vas être inscrit à l'URSSAF. Alors, trouver une assurance, ça va être peut-être plus compliqué, mais du coup, tu vas pouvoir commencer à travailler. Par contre, en cas de contrôle, là, on va gentiment te dire que tu n'as pas le droit de le faire. Et en cas d'accident, surtout, j'imagine que là, les assureurs, même s'ils ont accepté ta cotisation, sont capables de se manifester. Oui, voilà, devant un juge, ce qui va se passer, c'est que si tu es attaqué, tu vas tout perdre parce que tu n'as pas de couverture. En fait, la loi française, elle dit que tu dois prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de tes clients, quels qu'ils soient, côté enseignant sportif en général, pas que dans la pêche, et ça commence par le diplôme. Ah oui, ça commence par être formé correctement, évidemment. Voilà. Alors, admettons, et après le diplôme, tu as une carte d'éducateur sportif à faire, il y a quelques démarches. Mais oui, tu pourrais imaginer t'installer à ton compte et te lancer. Tant qu'il n'arrive rien, mais enfin bon, j'imagine qu'il y a quand même aussi un effet de corporation des autres guides qui ferait que tu s'occuperaient de ton cas assez rapidement. Et par contre, toi, question piège, j'ai pas de diplôme, je pars guider, je sais pas moi, en Espagne, en Suède, j'ai le droit ou pas? Ça concerne que la France ou je peux guider à l'étranger? Alors, il y a des pays où il y a des obligations de diplôme, donc il faut faire attention. Et après, ça va dépendre aussi de où est ton siège social. Si ton entreprise est en France, tu as obligation de diplôme. Si ton siège est à l'étranger et que tu accueilles des Français, c'est encore flou. Parce qu'en cas d'accident, là, il n'y a pas de jurisprudence pour l'instant. Mais tu es français, tu accueilles des Français. Si ta clientèle est multinationale, je sais, tu n'as pas forcément besoin quand tu es à l'étranger. D'accord. Enfin, pour rassurer aussi les gens, il y a aussi des guides à l'étranger qui ont leur diplôme. Je pense à Arnaud Brière en Irlande. Bon, il est diplômé et tout à fait habilité à faire ce genre d'activité. La plupart des guides aujourd'hui à l'étranger, ils ont un diplôme parce qu'en fait, les clients, pour être rassurés et être sûrs d'avoir des gens qui sont formés, qui respectent des règles de qualité, ils demandent souvent de plus en plus à aller chez des gens diplômés. Gaëtan pose une très bonne question. Il dit, admettons que tu emmènes des gens pêcher en mer que tu ne connais pas. Tu risques quoi? Est-ce qu'on peut t'accuser d'avoir fait du guidage? Je pense un petit peu c'est un peu à la mode, là, le blabla boat et compagnie. Dans quelle mesure ça pourrait être assimilé à du guidage? Est-ce qu'il faut quand même qu'on prouve qu'il y a une prestation de payer, ou le fait que c'est des gens que tu connais pas, que tu les emmènes gratuitement, bon, c'est juste, c'est la vie, quoi, c'est les relations sociales. Non, du moment que c'est bénévole, il n'y a pas de souci. C'est à partir du moment où il y a la rémunération qu'il n'y a pas le droit de le faire. Et je crois que sur les blabla boat, il y a eu un cas de jurisprudence, il me semble, sur Brest, où quelqu'un a été condamné parce que c'était assimilé à justement du travail dissimulé. Il y a peut-être des histoires de tarifs derrière ça. Alors on parle de blabla boat, ça me fait penser aussi un peu l'ubérisation de la société et justement au statut de guide de pêche. Et alors au statut, là je parle juridique. Et là, à mon avis, il y a un truc qui est énorme. Alors, comme tu as dit tout à l'heure, ce qui paraît le plus simple, parce que ça a été fait pour ça, c'est le statut de micro-entrepreneur. Mais alors justement, moi je pense que c'est pas justement fait pour ça du tout. Micro-entrepreneur, à la base, c'était fait pour faire des revenus complémentaires à des gens qui avaient déjà des protections salariales et compagnie. Et puis finalement, ça a dérivé vers tout ce qu'on connaît, y compris le pire, des gens aujourd'hui qui sont confinés, qui n'ont plus aucun revenu, parce qu'ils n'ont aucun recours en termes de protectorat.
Toi aujourd'hui, un guide de pêche, parce que peut-être aussi monter une SARL, c'est une grosse opération. Quel statut tu conseillerais? Peut-être que Julien, qui n'a pas parlé depuis un petit moment, toi, par exemple, tu vas procéder comment par rapport à ça? Alors, moi, si tu veux, pour le début d'activité, j'ai commencé en micro-entreprise. Non, tu m'as dit au black. Ah, je rigole. Alors, j'ai commencé en micro-entreprise parce que c'est justement un statut qui te permet aussi de démarrer sans trop prendre de risques et de voir si ça peut fonctionner ou non. Ouais. Et là, depuis l'année dernière, en fait, je suis passé en EURL. Qu'est-ce que ça change pour toi concrètement que les gens C'est la SARL, c'est la SARL unipersonnelle. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça change? Donc la responsabilité est limitée? Qu'est-ce que ça change? C'est que du coup, si je peux faire plus de chiffre d'affaires. Et puis surtout, après, t'es pas tenu sur tes biens personnels aussi. Ça, il y a complètement sur les statuts SARL et URL. Autant je me souviens de mon lointain passé d'entrepreneur. En fait, il y a une distinction claire qui est faite entre la personne entrepreneuriale, on va dire, et la personne morale. C'est-à-dire que t'es pas responsable sur tes biens. T'es juste responsable à hauteur du capital. Donc en fait, ça permet aussi en cas de gros pépins que les indemnisations diverses et variées, par exemple si tu as tué quelqu'un, je ne sais pas, ne remontent pas jusqu'à ta maison, par exemple. Si tu as bien géré ton truc avec la banque entre les deux, normalement c'est bien foutu. Et justement, on parlait de ça. Alors moi, ce que je voudrais dire, je me permets juste un petit commentaire. Il faut se méfier des formules toutes faites, être son propre patron et tout ça. Être son propre patron, c'est super quand on est justement le patron de quelqu'un d'autre, qu'on a une PME, qui a des salariés et tout ça. Maintenant, dans le métier de guide, c'est un peu différent puisqu'on est en même temps son propre exploiteur. Et Julien, juste quand même, pour que les gens comprennent bien, quels sont pour toi enfin, bien expliquer aux gens une partie de la difficulté du métier en termes, je pense surtout d'investissement physique, quoi, personnel, les horaires, les choses comme ça, pour leur dire que c'est pas cool, juste si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas, quoi. Ça n'a rien à voir. Non, c'est ça déjà, ne serait-ce que pour avoir une bonne image auprès de ta clientèle. Le matin, il faut quand même se lever super tôt pour préparer ta journée. Moi, les amplitudes, pendant ma saison, si tu veux, en général, je me lève à 5h30 ou 6h du matin et je suis pas couché avant 22h30, 23h. Ouais, donc c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Si tu as besoin de tes 10 heures de sommeil, t'es mort. Ça dure 4 mois, quoi. Ouais. Ça dure 4 mois où tu es vraiment à fond, c'est intense et puis c'est un job où faut prendre le travail quand il est là et quand les conditions permettent de travailler. C'est ça, alors ça c'est très important, c'est que moi je trouve qu'on est quand même très très dépendant des conditions. Je me souviens qu'il y a quelques années, je sais plus quelle année, il y avait eu plusieurs semaines, voire 2 mois de vent très fort où personne ne pouvait sortir en mer. Juste à un moment en plus où les guides commençaient vraiment à sortir. Bon, ça a été catastrophique pour le métier, il y en a plein qui ont été obligés d'arrêter, enfin ça a été l'horreur. Et puis voilà, comme tu le dis, la saison est quand même assez courte. Et d'ailleurs, tous les guides que je connais passent leur vie à essayer de chercher des petites extensions. Soit aller travailler un petit peu en Irlande, soit essayer de faire un petit peu d'eau douce, comme tu as lancé cette année. Grosso modo, on travaille de camp à camp quand on est un guide de pêche bien organisé. Eh ben, on va dire que moi j'ai tendance à dire que je travaille de Pâques à la Toussaint. Voilà pour la partie mer. Et après, le reste du temps, je peux me consacrer à l'eau douce justement pour développer cette autre activité. Après, moi, c'est ce que je fais, mais tu peux également travailler différemment, c'est-à-dire sans bateau, faire des choses avec des enfants, les scolaires, où là, tu vas peut-être avoir une amplitude différente, pouvoir travailler un peu plus, même pendant l'hiver. Ouais. Et justement, mais est-ce que par exemple cette période donc, qui dure Pâques, Toussaint, si on fait le calcul, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, donc ça fait 7 mois de l'année, il y a 5-6 mois de creux, 5 mois et demi. Est-ce qu'on arrive à tenir l'hiver avec ce qu'on a emmagasiné comme pognon l'été, ou on est obligé d'avoir un... Parce que je me suis appuyé aussi sur vos commentaires, parce que j'ai vu que ça avait créé plein de réactions. Est-ce que... alors ma question est d'ailleurs toute simple, c'est est-ce qu'il faut un revenu complémentaire, nécessairement? Et est-ce que c'est le guidage qui est un revenu complémentaire ou est-ce que ce qui est à côté qui est un revenu complémentaire du guidage, dans ton cas en tout cas, dans un premier temps? Alors, si tu veux, les premières années, le guidage, c'était vraiment la deuxième activité. Donc, je travaillais, je prenais un CDI tous les hivers, je démissionnais, arrivé au printemps, pour faire ma saison.
et ainsi de suite. Donc là, les premières années, c'est quand même les pires, parce que faut te créer ta clientèle, faut te faire connaître. Enfin, moi, j'ai démarré de zéro, donc et maintenant, si tu veux, j'arrive sur l'activité principale, c'est le guidage, et en complément, si j'ai besoin pendant l'hiver, je vais faire de l'intérim ou prendre un CDD, voilà. Je sais que cet hiver, parce que toi, tu es en pleine montée en puissance, là, tu n'as même pas eu besoin de travailler, en fait. Et si tu veux, juste avant le confinement, je venais de reprendre le boulot. Je faisais un peu d'intérim là sur le mois de février, parce que financièrement, je voyais que ça allait être juste. Et puis, tu vois, le confinement a fait que je bosse pas. Donc ça va être juste. Alors, c'est quoi l'impact clairement d'un confinement comme ça? C'est admettons, bon, mars, j'imagine que ça va, mais avril, mai, j'imagine qu'il y a quand même un peu de guidage à faire. Pour toi, l'impact économique, il se manifeste comment? Il se traduit comment? Il se manifeste que là, je le prends de plein fouet parce que je prends plus une seule réservation depuis le confinement. Alors qu'avant, j'avais quand même des appels tous les jours pour les gens qui se renseignaient et qui commençaient à poser des dates. Donc, l'impact, il est quand même important. Et surtout que je venais d'investir dans un nouveau bateau l'année dernière, de passer en EURL, donc j'ai eu quand même pas mal de frais. Et donc, forcément, j'ai besoin que l'activité, elle reprenne. Mais c'est bien, ça permet de montrer quand même qu'on est quand même relativement précarisé, parce qu'on est dépendant de tout un tas de facteurs. Donc, quand tout se passe bien, évidemment, c'est super. Mais il est aussi très difficile de consolider son activité et de prévoir ces choses-là. Bon, le confinement, évidemment, le Covid-19, personne ne pouvait... Enfin, c'était très difficile à voir arriver, en tout cas, voilà, c'était pas pensé à ça. Mais il y a la météo et puis la moindre crise économique. Voilà, faut pas oublier que les salariés sont aussi nos clients, quoi. Donc quand il y a des mecs au chôme du, c'est difficile pour eux de prendre des journées de guidage, surtout quand l'avenir est incertain. Mickaël, on parlait des débouchés tout à l'heure, des choses comme ça. Donc j'imagine que tu suis un petit peu tes guides après qu'ils soient sortis de formation, tu vois un peu ce qui se passe. Et puis essayer de mettre à jour aussi la formation. Alors il y a quand même, moi j'appelle ça des business, le mot n'est pas approprié, mais c'est aussi mon propre environnement professionnel qui fait ça. Mais par exemple, moi je me souviens que les enfants étaient quand même une très grosse partie de l'activité sur les guides en eau douce en particulier. Et puis surtout, je voudrais que tu nous parles aussi de ça, à un moment, les fédérations, il y a eu comme un revirement d'attitude vis-à-vis des guides de pêche, où au début, moi je veux dire qu'au tout début, l'attitude de l'ex-FNPF, c'était de dire qu'il faut éradiquer ce métier-là, qui en fait exploite avec le prix d'un permis nos eaux pour faire de l'argent. Bon voilà, c'était un peu caricatural, comme toujours un peu avec eux, mais bon, ils sont finalement bien rattrapés, je trouve. Ils ont complètement changé d'attitude, je pense que c'est venu des fédérations elles-mêmes, parce que ça correspondait aussi à un besoin qu'ils avaient. Et ils sont mis à embaucher des mecs qui sortaient de formation. On en est où là? Est-ce que c'est complètement engorgé, toutes les places sont prises, ou il y a encore quelque chose à faire? Non, il y a encore des choses. En fait, sur le métier, c'est vrai qu'on a deux directions. Les gens qui s'installent en tant qu'indépendants, comme a fait Julien, alors à plus ou moins avec un ratio de travail sur l'année plus ou moins long, et si souvent comparé, moi je les compare souvent aux moniteurs de ski, il n'y a pas de la neige toute l'année, donc il faut trouver une activité quand on marche bien qui devient complémentaire. Et les fédés au début, je te rejoins, étaient un peu frileuses, regardaient de loin. Moi j'ai eu la chance au niveau de la Bretagne que la formation soit montée à la demande des fédés, qui à l'époque, comme il y avait l'obligation de diplôme, avaient déjà ici des salariés qui étaient des animateurs pour les former. Donc non seulement les fédés ont largement embauché, j'ai la moitié à peu près de mes stagiaires qui sont tous mes anciens stagiaires qui travaillent dans des fédés. Ah, la moitié, ah ouais. Ou qui ont travaillé dans des fédés, alors fédés ou maisons de la pêche, ou mais des le vieux mythe comme quoi il y en aurait 95% qui à la fin retourneraient directement à Pôle emploi, non. C'est complètement erroné. À Cole, on est à peu près à 80% d'insertion. Alors, dans l'insertion, tu as les postes à plein temps comme les salariés de fédé, et puis tu as les postes de gens qui ont monté des entreprises qui fonctionnent pas forcément toute l'année, mais qui fonctionnent. Pour revenir sur les fédés, non seulement aujourd'hui elles continuent d'embaucher, elles ont des fois du mal à trouver, donc preuve aussi que les gens qui sortent de formation et qui sont bien formés, il y en a aussi une bonne partie qui s'installent et qui travaillent assez et qui ont un revenu suffisant pour ne pas aller sur les postes qu'on leur propose, où là il y aura un revenu quand même toute l'année.
Et la deuxième chose, c'est que les fédés, certaines ont lancé des conventions aussi avec les guides de pêche indépendants, parce qu'elles ont souvent 1 à 3 animateurs, pas plus. Ouais. Et elles ont des demandes d'animation plus importantes que peuvent assurer les animateurs, donc elles délèguent à des moniteurs guides de pêche. Je rentre pas je rentre pas dans les détails, mais ça, par exemple, c'est hyper important. C'est-à-dire que si un jour, on en reparlera un jour, mais si on veut parler, d'essayer d'enrayer la baisse des cartes et tout ça, il y a beaucoup de choses à faire. Des choses d'ailleurs aussi que fait pas la Fédé. Mais parmi les choses qu'il faut absolument faire, c'est organiser le contact des enfants avec la pêche très tôt. En fait, c'est surtout ça. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment peut-être la mission première des fédérations, je pense. Excuse-moi, vas-y, continue, mais je voulais le dire. Alors, les enfants, je te rejoins, les enfants et pas que les enfants, parce que aussi dans les profils qui amènent de l'emploi et des clients au guide de pêche, il ne faut pas oublier les non-pêcheurs. Aujourd'hui, il y a 65, 68 millions de Français, un peu plus même. Il y a 1,5 million de pêcheurs déclarés, en eau douce en tout cas, qui ont une carte de pêche. On estime à 4 millions, pas plus, le nombre de pêcheurs. En mer plus. Donc quand on s'adresse aux pêcheurs passionnés, on s'adresse à une petite niche et on est loin de l'image du guide américain qui va guider des gens passionnés. J'ai eu pas mal d'anciens stagiaires qui ont créé une clientèle et qui vont chercher des non-pêcheurs qui veulent découvrir la pêche. Y compris les maisons de retraite et tout ça, on m'a dit. C'était vachement sympa. Ouais. Il n'y a pas de limite. Maison de retraite, des centres pour des personnes en situation de handicap et autres. Ouais. Chacun peut créer son projet et trouver sa clientèle. Enfin, ça dit, si les gens pensent qu'aux États-Unis, les guides ne guident que des passionnés, ils se gourrent. Hein. Aux États-Unis, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont une proportion de ruraux qui est énorme. C'est 75% de la population. Et même les gens qui habitent en ville, souvent, en fait, ils ont des connexions avec la campagne. Donc c'est un peu tout et n'importe quoi. Et la plupart des gens, ça va à peine tenir une canne à pêche. Mais aux États-Unis, on fait pas du bateau pour faire du bateau. Il faut qu'on trouve quelque chose pour faire du bateau. Donc ils les emmènent à la pêche. C'est aussi beaucoup de la promenade. Hein. Faut arrêter de délirer. Il y a ce qu'ils veulent bien nous montrer. Enfin, moi, j'ai un peu traîné aussi aux États-Unis. Il y a aussi beaucoup du pimpin. Et ça se pêche. Et dans les viviers, c'est pas des basses qu'il y a, c'est des vifs. Hein. Je veux dire, faut être clair avec ça. Et qu'est-ce que je veux dire Après, moi, si je peux juste intervenir là-dessus, au niveau de ma clientèle, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour découvrir et pour qui c'est une première sortie en mer, un premier stage de pêche en mer, quoi. Donc, il y a beaucoup de novices qui s'y intéressent et qui veulent essayer. Voilà. C'est une grosse partie de la clientèle. Le vivier client, il est beaucoup plus important que chez les pêcheurs passionnés, c'est évident. Ouais, puis le pêcheur passionné, je pense qu'il y a une sorte de snobisme à déjà admettre qu'on a besoin d'un guide et tout ça, donc peut-être qu'ils préfèrent être tout seul. Ils vont chercher des produits spécifiques, peut-être que Julien va les retrouver au thon, ou alors c'est des gens qui vont aller prendre des stages en Irlande, à l'étranger. C'est des gens qui rêvent sur certains poissons, mais le pêcheur français n'est pas dans une... Il y a ce snobisme où je te rejoins, où on n'a pas la culture d'apprendre avec un moniteur. Le débutant, lui, il se réfère souvent à ce qu'il a appris, le kayak, le tennis ou autre avec un moniteur, et ça lui semble logique d'apprendre la pêche avec un... Puis même une fois qu'on a fini d'apprendre, je veux dire, c'est un confort extraordinaire. Déjà, un truc tout bête, moi j'adore quand je suis avec des guides, hein, que ce soit à l'étranger ou en France, les copains et tout ça. Déjà, pas besoin de gérer le moteur électrique, ça c'est déjà énorme. Je veux dire, on peut vraiment se concentrer sur la pêche. Puis moi, comme je dis toujours, vas-y, amène-moi sur les poissons. Voilà. Et voilà, quand on a un guide qui connaît les milieux et tout ça, c'est vraiment énorme. Et puis, il faut dire un truc, c'est que c'est quand même assez rentable. Je ne vois pas comment je pourrais me payer une sortie de pêche au thon, par exemple, si j'avais pas Julien ou quelques autres. Je veux dire, une journée de thon, ça doit coûter 120 balles si on est 3-4 dans le bateau, c'est ça, Julien, un truc comme ça? Mais bien sûr. Non, mais je sais pas, c'est combien par personne? Et 250 €. Voilà, 250 €, mais je veux dire, déjà il y a 200 balles d'essence pour y aller sur le spot. Le bateau en lui-même il coûte 40 ou 50 000 €. Le matériel, on l'a pas toujours, c'est des combos qui valent quand même un petit billet. Enfin, je veux dire, en réalité, c'est assez rentable en fait comme truc. Hein. En fait, j'ai aussi des clients qui avaient un bateau et qui maintenant préfèrent, plutôt que de payer une place au port, l'assurance pour sortir 5 ou 10 fois dans l'année, ils préfèrent venir avec un guide, ils profitent d'un bateau un peu plus grand et plus récent et mieux équipé. Ils ont le matériel qui est fourni. Bon, s'ils veulent, ils peuvent emmener le leur, mais je veux dire, il y a une partie des gens qui se rendent compte qu'en fait, pour leur usage, c'est plus rentable de prendre un guide
Puis il y a des fois, même Plutôt, en je eau douce, rejoins c'est le vers bateau. plaisir de monter sur un basse-boat pour la première fois de sa vie, parfois, quand ceux qui sont bien équipés. Je rejoins Julien, il y a aussi toute une clientèle des anciens stagiaires même des gens que je peux connaître, des amis, qui sont soit des cadres parisiens ou des professions libérales, des gens qui ont de l'argent, qui ont une résidence secondaire au bord de mer et qui avaient un bateau, sauf qu'ils viennent 10 fois ou 20 fois par an pour la pêche, et à chaque fois ils se retrouvent dans le dilemme où sont les poissons, je perds du temps à les trouver, et qui ont fait le calcul qu'entre l'entretien du bateau, les sorties en mer, même déjà l'achat, et puis le fait de galérer de prendre des poissons, parce que quand on n'est pas sur le territoire, le temps de les trouver, il est l'heure de rentrer. En prenant un guide de pêche, ça coûte non seulement moins cher, même si on le prend 10 ou 20 fois dans l'année, que l'entretien et l'achat du bateau exactement. sur 2-3 ans, et en plus ils prennent des poissons. Exactement. Parce que le guide de pêche, il est tous les jours c'est sur ce que l'eau. vient de dire, je crois que c'est Bruno, je me souviens plus si c'est toi qui as dit ça, Bruno. En passant, il a dit si on n'avait pas commencé en mer avec un guide, on serait encore en train de branler des chattes dans le vide. Alors d'abord, je rappelle que branler des chats est formellement interdit par la loi. Et ensuite, et voilà. Et Amine Mameri précise qu'en moyenne, c'est une sortie, c'est 220 € par jour et par personne. Donc, voilà. Mais ça, comme on disait, ça coûte toujours beaucoup plus cher. Déjà, moi, je vois avec, surtout là où tu es, Julien, déjà ce que ça tape en essence rien que d'aller sur le spot. Bon, déjà, il faut mutualiser les moyens pour mettre l'essence là-dedans. Et alors justement, je fais une fausse transition parce que je rétropédale légèrement. C'est vrai que ce métier de guide est assez difficile, mais il faut absolument le répéter pour dire aux gens que voilà, faut pas faire ça non plus sur un coup de tête, parce que j'ai beaucoup de copains qui ont très bien réussi en tant que guide de pêche, mais qui au bout de 4-5 ans n'en peuvent littéralement plus, parce qu'ils en ont marre juste de faire des 12 heures ou 14 heures par jour, parce qu'ils en ont marre. Parce qu'il ne faut pas être trop pêcheur non plus. Moi, la petite expérience de guide que j'ai eue il y a longtemps, ça m'a appris un truc, c'est que si tu es trop pêcheur, si tu aimes trop ça peut être douloureux de regarder les autres prendre du poisson toute la journée et d'attendre. Voilà, il faut surtout avoir envie que les autres prennent du poisson. Enfin, c'est aussi une psychologie, hein, un guide de pêche, et c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir envie de transmettre et de faire prendre aux autres. Mais je dis toujours qu'il faut avoir pris son quota de poissons sur la pêche sur laquelle on va le guider. Exactement. Sinon, c'est une frustration. Et aujourd'hui, par exemple, je pense que ça me plairait beaucoup plus qu'à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, franchement, prendre un brochet de plus ou de moins, bon, ça va pas changer fondamentalement mon existence. Mais par contre, faire prendre un brochet à quelqu'un qui est mal parti, ça, effectivement, ça peut m'intéresser. Et donc, je parlais des contraintes. Alors, moi, ce que j'ai noté, je vais vous faire 2 propositions, vous allez me dire. De ce que je vois autour de moi, donc c'est pas une analyse, hein, c'est plutôt une impression et je voudrais que vous la corrigiez. De ce que je vois autour de moi, des guides de pêche que je connais ou de ce que dont j'entends parler, j'ai l'impression qu'une des doubles contraintes du métier, c'est d'être à la fois suffisamment spécialisé dans ce qu'on fait, de ne pas se lancer évidemment dans un truc qu'on ne maîtrise pas. Julien demain ne va pas se lancer comme guide mouche, j'imagine. Mais il faut être suffisamment diversifié pour arriver à avoir tous les compléments de revenus et l'offre la plus complète possible, pour ne se priver d'aucune prestation, j'ai envie de dire. Est-ce que Julien, c'est un peu ça quand même? Je suis pas sûr d'avoir bien... je l'ai vu dans ton œil. J'ai dit qu'il faut être à la fois suffisamment spécialisé, parce qu'évidemment, on ne va pas emmener des gens sur une technique qu'on ne maîtrise pas, mais en même temps suffisamment diversifié pour essayer de totaliser des revenus suffisants pour en vivre aussi. Ouais, complètement. C'est vrai qu'il faut avoir plusieurs prestats à proposer, pour capter une clientèle suffisante en fait sur ton année. Et c'est pour ça que tu vois, les prestats, je fais la mer. Donc sur la mer, j'ai un produit côtier et un produit au large pour le thon. Ouais. Et après, j'ai l'eau douce avec le produit brochet au leurre. Et puis je fais aussi un peu d'animation eau douce avec des enfants. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que je pense qu'il faut dire aux gens, ça sert à rien de vous lancer sur une technique de pêche que vous ne maîtrisez pas depuis des années. C'est beaucoup à la catastrophe. Faut adapter faut avoir conscience de ses points forts, ses points faibles, et il faut adapter ses produits à ses compétences. Quelqu'un qui est très bon sur la pêche au leurre, il a toute justification et il va marcher s'il s'adresse à des gens qui cherchent un perfectionnement et des produits de qualité. Par contre, s'il a un niveau moyen sur la pêche au leurre, il faut qu'il parte sur des initiations et il ne faut pas qu'il aille plus loin. Il ne faut pas oublier qu'il y a de la concurrence aussi, les gens parlent entre eux. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Faut adapter ses produits en fonction et de son territoire, mais aussi et surtout de ses compétences et ses envies.
Et là, c'est plus le mec qui fait des fichiers Excel la journée qui parle, mais moi je trouve qu'il y a une autre contrainte très très forte sur les guides de pêche, c'est d'arriver à la fois d'opérer des investissements attractifs, je pense par exemple à l'achat de bateaux qui permettent soit d'emmener plus de monde, comme tu viens de le faire, soit qui permettent de faire un peu rêver, comme les basse-boats en eau douce, mais en même temps il faut arriver à maîtriser ses crédits parce qu'on n'est pas à l'abri de très grosses fluctuations d'activité, et sur les coûts fixes, je pense en particulier les crédits contractés auprès des banques, là ça pardonne pas. Donc là j'imagine Julien que c'est quand même un exercice de haute voltige que vous faites en permanence. Bah, après, en fait, il y a une part de risque. Enfin voilà, c'est un peu comme dans toute entreprise, hein. À un moment donné, tu décides ou non d'investir. Moi, je te cache pas que quand ma troisième saison, quand j'ai acheté un bateau, enfin j'ai investi 36 000 euros. Je peux te dire que ma femme, elle a quand même fait les gros yeux. Elle m'a dit, t'es sûr? Et la véranda. Voilà, il y avait une prise de risque, forcément. Mais après, bah, c'était la troisième année. Ça m'a permis d'avoir un bateau plus sympa, qui, bah, bien sûr, ça attire, il est beau, attire son aussi bateau. les clients. Donc, et puis, c'est la sécurité également. Parce que bon, quand tu es en mer, enfin, voilà, il faut un bateau quand même relativement correct, fiable et costaud, quoi. Ouais, il faut pas avoir le pied marin. Il y a François qui dit qu'il a fait son plus gros bar grâce à toi, Julien. Yes, bah oui, le plus gros du bateau, hein. Michael, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je disais, faut pas oublier, c'est vraiment, contrairement à ce que j'entendais encore sur certains salons, sur les salons de pêche il y a quelques années, c'est vraiment un métier à part entière avec des choix d'entrepreneurs. Surtout à son compte, on est chef d'entreprise, on prend des risques, comme le dit Julien. Et ces risques, il faut les calculer avec combien on veut gagner, parce que combien on a besoin de gagner en fonction aussi de sa vie privée, s'il y a des crédits, s'il y a des enfants, son rythme de vie, et du coup, calculer ses statuts, ses amortissements en fonction de ça. Et des fois, il vaut mieux un bateau plus petit, avec 2 personnes à bord, où ça va être plus rentable qu'un gros bateau où il en faut. Et puis au début, c'est dur de faire venir 4 personnes. Moi, je pense que la tentation, c'est de se dire, t'entends, on a un coup de fil, hein, on est 3, ah bah je peux pas, j'ai que 2 places. On se dit, tiens, il m'en faut. Mais ça veut pas dire qu'on va le remplir toute l'année. Donc il y a des fois, il faut savoir dire non. Ou appeler un collègue guide, c'est ce que tu fais souvent, Julien. Voilà, moi j'ai des collègues avec qui on bosse, on fait des CE, des entreprises, où des fois on prend jusqu'à 12 personnes. Donc voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, enfin moi quand je me suis lancé, la première année, c'est vraiment super dur. Faut pas croire qu'on va débarquer et qu'on va remplir le bateau tous les jours, quoi. Surtout qu'il y a des gens qui sont là depuis maintenant longtemps, hein, qui sont installés. Et bien sûr, les gens, ils ont tendance à aller là où c'est un peu sûr, quoi. Donc, Complètement. Et puis, quand tu arrives de nulle part, tu vas pas capter comme ça les gens. Tu vas pas les emmener dans ton bateau et leur prendre 150 ou 200 euros pour les emmener pêcher, quoi. Exactement. Alors, c'est comme dans tout métier, hein. Ah, exactement. De toute façon, il faut démarrer. Quand un boulanger s'installe dans un village, il y en a déjà 2. Les gens vont y aller. Alors, ils y vont plus facilement que chez un guide pour tester parce que la baguette elle est moins chère, mais ça se fait pas naturellement d'avoir cette clientèle. D'ailleurs, je fais une petite incise là beaucoup plus analytique et scientifique. Vous savez en fait pourquoi aussi c'est les gosses de riches qui deviennent à leur tour des entrepreneurs. C'est pas simplement à cause de l'argent de papa ou de la relation avec les banquiers, c'est qu'ils ont du temps. Et une entreprise, on sait qu'il lui faut du temps pour s'installer. Et donc si on peut se permettre de travailler 2, 3, 4 ans sans tirer de salaire de son entreprise, eh ben on se laisse incomparablement plus de chances que s'il faut tout de suite pouvoir en vivre. Et c'est une des raisons qui explique que les gens qui sont issus des classes populaires ou des petites classes moyennes ont souvent plus de mal pour s'installer en tant qu'entrepreneur. Voilà, c'était ma petite remarque. Alors, il y avait une question qui était comment, Julien, tu gères la question du no-kill avec des clients qui veulent tout simplement rentabiliser aussi leurs prestations. Ils ont payé Julien Faisceau une fortune, il est en plus super surcoté comme guide. Et puis là, ils se rendent compte qu'il n'y a quand même pas beaucoup de poissons, donc ils sont un peu tentés quand même de récupérer le fiche pour se rembourser de cette très mauvais souvenir. Non, après, on fait au mieux pour contenter tout le monde, mais tout en préservant aussi la ressource, parce que nous, c'est quand même notre comment c'est notre job, quoi. Enfin, voilà, donc moi, j'autorise pas les gens à remplir des sacs de poissons. Donc je leur autorise un bar
ou un maigre par jour. Et après, on a des poissons autres comme le maquereau ou le bar moucheté où là, on va pouvoir contenter, on en met deux par personne. Vous n'êtes pas complètement fermé d'esprit, mais enfin, le but du jeu, c'est aussi la passion. Enfin, il ne faut pas tout confondre, c'est-à-dire que c'est pas de la cueillette, c'est de la pêche, quoi. Mais après, moi, ça m'arrive. J'ai régulièrement des gens qui m'appellent, qui eux veulent prélever des poissons, et direct, je leur énonce les règles et ils me rappellent pas, ou enfin ils donnent pas suite, quoi. Ouais. Après, c'est un choix aussi. Bien sûr. Oui, tous les guides ne font pas ça d'ailleurs. Il y a peut-être des guides qui. Enfin, c'est à vous aussi d'appeler plusieurs personnes, voir ce que vous voulez faire. Enfin, je pense que quand on va avoir un guide de pêche, c'est deux choses différentes. On vient d'abord pour apprendre des choses, découvrir ce que c'est qu'un spot, et puis après, si on veut prélever, on peut le faire soi-même. Faut pas foutre le guide dans l'embarras. Lui, c'est pas son job. Et ma transition pour le coup va être toute trouvée, Michael. On parlait tout à l'heure de la gestion du portefeuille dans l'entreprise. J'imagine que ça fait partie du contenu de la formation. Ça fait partie des choses que vous enseignez? Bien sûr. On a 3 gros modules sur la formation. La démarche de projet dans laquelle il y a le choix des statuts d'entreprise, la gestion comptabilité. Donc, c'est un gros volet. Le volet pédagogie. Et après, le volet technique, mais je dirais que le volet technique en nombre horaire, il semble le plus important. Si on ramène au nombre de techniques qu'on va voir, il est moindre. On est avant tout là pour former des enseignants qui sont des entrepreneurs. Et même quand on est salarié dans une fédération, il faut savoir gérer des budgets. Donc, Bon, maintenant, il faut savoir gérer des budgets dans n'importe quel job quasiment. Bien sûr. Alors justement, il y a un monde fou sur ce live, c'est incroyable, je pensais pas que vous seriez aussi nombreux. Merci beaucoup, on est déjà à 150, c'est énorme, c'est largement comparable à un live Savage Gear, ça prouve que ça vous intéresse. Michael, je vais te laisser rapprocher, je vais appeler ton collègue Tom, et on te rappelle en fin de live pour que tu nous dises un peu ce que tu as pensé de tous ces échanges. On va parler du contenu de la formation justement. Donc si cette formation vous intéresse, eh bien Tom, qui fait partie des formateurs de Cône avec Michael, eh bien va nous en parler tout de suite. Et on va essayer de voir avec lui. Exactement ce qu'on apprend dans ces formations. Mais on va pas aussi échapper aux questions peut-être qui fâchent un petit peu. On va essayer de voir avec lui s'il y a des points à améliorer, des choses comme ça dans le. Alors, Michael, pourquoi il veut plus partir, Michael, de la conversation? On va voir si Tom veut bien nous répondre. Alors, il est là. Alors j'ai un petit bug qui fait que Michael veut pas s'en aller. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'était son problème, ça. Pour le coup, tu seras un peu en miniature. Je vais le supprimer de l'appel. Voilà, c'est mieux. Supprimer Michael. Salut Tom. Alors Tom, tu fais partie de l'équipe de Michael sur le CFPPA de Cône. Donc tu es ancien guide de pêche, tu es devenu formateur. Et je voudrais qu'on voit avec toi et Julien un peu cette formation. Alors ce que je voudrais, c'est que d'abord Julien nous explique quels souvenirs il garde de cette formation, mais sans omettre aussi peut-être les mauvais souvenirs, c'est-à-dire les mauvais aspects, et ce que lui il a retenu de tout ça, ce que ça lui a appris de positif, ce qu'il pense qui c'était moins intéressant, je ne sais pas. Enfin en tout cas voilà, quel est ton feedback sur la formation que tu as suivie? Moi ce que j'en ai retiré du coup, c'est vraiment l'aspect sécurité, encadrer les groupes. C'était vraiment le pilier pour moi de cette formation, c'était la sécurité et l'accompagnement des personnes. Et c'était pour moi l'inconnu, en fait, si tu veux. Moi, le côté pêche, c'était déjà quelque chose que je maîtrisais, et c'était pas là-dessus que je venais, c'est pas là que je venais chercher des infos, si tu veux. Mais donc, quand on t'a fait une formation de pêche au cou, alors t'en as pensé quoi? Ça m'a servi parce que, même si j'ai commencé par la pêche au cou, si tu veux, mais c'est pas la pêche que j'ai peut-être le plus pratiquée. Mais alors tiens, par exemple, justement, typiquement, toi depuis, on peut pas dire que ça t'est vraiment resservi. Donc la question que j'ai envie de poser à Tom, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des modules sur des pêches comme ça, en sachant que j'imagine la plupart des gens ils viennent avec déjà un projet défini, une technique de pêche qu'ils maîtrisent, et certainement leur projet est complètement aligné sur ces techniques de pêche qu'ils maîtrisent déjà. Donc juste pour nous expliquer pourquoi il y a ça, parce que ce que je veux dire c'est que les gens qui sortent de formation, surtout ceux qui après n'ont pas réussi, évidemment vont dire beaucoup de mal de la formation, donc il faut aussi pouvoir un peu dissiper les malentendus, dire ce qui va pas, mais aussi dire ce qui va bien et tout ça quoi.
Ben écoute, pour répondre à ta question par rapport aux techniques de pêche qu'on enseigne, ça paraît important en fait d'avoir une culture pêche en dehors aussi de celle qu'on a l'habitude de pratiquer. Donc voilà, c'est important d'enrichir son vocabulaire et ses connaissances sur différentes techniques de pêche. Et puis bien souvent, on a aussi des stagiaires qui arrivent avec des projets, des idées. Hein, c'était mon cas, j'avais un projet bien ficelé dans ma tête. Et puis finalement, au cours de la formation, par rapport à tous les contenus que j'avais pu voir pendant toute cette année, bah, mon projet il a aussi évolué. Et je me suis rendu compte, notamment à travers d'animations, que bah, peut-être c'était vers ça que j'avais plus envie d'aller. Et peut-être que la technique que je pratiquais de base n'était pas forcément celle que j'allais enseigner derrière. Professionnellement, ouais, tout à fait. Voilà. Je pense que un des secrets aussi peut-être, c'est de toujours garder un petit jardin secret et de pas forcément avoir l'envie de toujours enseigner les techniques qu'on aime aussi. C'est important aussi de pouvoir garder quelques techniques pour soi, pouvoir se dire bah, aujourd'hui je vais à la pêche pour moi et je vais pratiquer la technique que j'ai envie. Donc du coup, c'est important voilà, d'avoir différentes visions, différentes techniques, différentes approches, d'avoir voilà, une culture pêche aussi importante. J'imagine que Julien, sur son bateau, ça lui arrive aussi d'avoir des gens qui viennent de l'eau douce, des gens qui viennent de la pêche à la mouche, et que du coup, bah, y a un moment, il faut être capable de leur tenir un discours vrai quoi, et pouvoir répondre à leurs questions, même si c'est pas la technique qu'on enseigne. Ne serait-ce que pouvoir dire j'ai bateau. déjà expérimenté, j'ai pêché une fois à la mouche, ou je sais pas quoi. Exactement. Et Julien, toi, qu'est-ce qui, à ton avis, dans la formation, t'a le plus servi en réalité? Non, il ne peut pas dire du bien de moi comme ça, c'est pas possible. Non, tout à l'heure quand j'ai au téléphone, il disait pas du tout du bien de toi. Je sais pas ce qu'il va faire. On réglera ça après. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, mais comme je t'ai dit, enfin moi, ce qui m'a le plus servi, c'est tout ce qui était encadrement, l'accompagnement en sécurité. Et même si je communique pas beaucoup dessus. Enfin, la pêche au cou avec 12 gamins, c'est des choses que je fais aussi. D'accord. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les enfants, ça reste quand même une partie de l'activité. Hein. C'est quand même, c'est assez facile à faire. Enfin, en tout cas, c'est assez facile à attirer. Je l'aurais sûrement pas fait aussi bien si j'avais été ailleurs. Enfin, je sais pas comment ça se passe dans les autres centres de formation. Je peux pas dire ça. Mais... En plus, j'imagine qu'il y a beaucoup de disparités. Est-ce que vous avez un programme qui est complètement établi pour tous les centres de formation ou chacun fait ce qu'il veut d'ailleurs? Alors aujourd'hui, les choses ont évolué, c'est-à-dire qu'on a des référentiels qui sont pour tout le monde, en fait pour tous les centres de formation, des tests de sélection jusqu'aux épreuves. Voilà, maintenant, c'est uniformisé. C'est tout récent, hein, ça vient de la réforme du BPGEPS. Ce n'était pas le cas avant. Après, chaque centre a la liberté d'organiser ses modules avec le nombre d'intervenants qu'il souhaite. Et donc alors, rapidement, Michael nous a dit tout à l'heure qu'il y avait 3 modules. Redétaille-nous-les, qu'on comprenne. Alors en gros, on va avoir un gros bloc autour de la démarche de projet. Donc voilà, comment est-ce que tu vas partir d'une idée pour aller jusqu'à quelque chose qui est mis en place. Donc on intègre là-dedans la communication, les budgets, devenir un chef d'entreprise, quoi, ni plus ni moins. Ouais. Exactement. Et tu vas avoir un bloc autour des techniques de pêche. Donc là, effectivement, avec une grosse ouverture sur différentes techniques. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un enseignement très horizontal. C'est-à-dire que c'est un peu ceux qui savent qui enseignent un petit peu aux autres. Ça, je trouve que c'est vachement bien, cette mutualisation des savoirs. C'est aussi un peu les stagiaires entre eux qui se montrent un peu les techniques et tout. Ça, c'est pas mal. Exactement. Et, et donc le troisième bloc qui est la pédagogie et comment construire des animations. Et puis la connaissance des publics. Et effectivement, il y a plusieurs parties en fait dans la formation. Il y a le contenu qu'on peut leur apporter. Donc à Cône, Michael, il a fait le choix d'avoir que des gens compétents dans chacun des domaines, avec aussi énormément de retours d'expérience. Donc ça permet aussi aux stagiaires d'avoir un regard fidèle sur tous les contenus. Et puis il y a une grosse partie de la formation qui va s'effectuer entre stagiaires. Voilà. Donc là, effectivement, il y a beaucoup d'échanges, que ça soit sur les techniques de pêche, beaucoup d'entraide entre les stagiaires. Et puis tout ce qui va se passer aussi au sein de la structure de stage, puisque c'est une formation en alternance. Une partie va se passer en centre de formation, une autre partie va se passer en structure de stage. La structure de stage a une vraie importance. On peut avoir Julien comme maître de stage. Exactement. Alors
avec plus ou moins de réussite. On va pas lui mettre ça sur le dos. C'était pas de sa faute, forcément, mais en tout cas, moi, je veux passer le diplôme juste pour t'avoir comme maître de stage. J'irai dormir chez toi. Mais après, ce que vous faites, on en a déjà parlé, Nouma. Tu peux pas tout raconter, tout ce que tu fais en soirée privée. Ouais, Tiens, un bloc aussi qu'on aborde est autour de la communication, la capacité à communiquer et la capacité à réaliser aussi des documents. Et il n'y a pas que des pros, hein, parce qu'après on parlera de vos fédérations. Il n'y a pas que des pros en communication. Il y a du boulot, mais tu vois, regarde, aujourd'hui, quand on voit Julien derrière toi, tu as un magnifique logo avec une belle bâche. Ouais. Sur le salon des pêches en mer de Nantes, il y avait le village des guides de pêche cette année. Voilà, c'est aussi un métier qui est en train de se structurer autour de ça. D'ailleurs, Julien est un très bon communicant, faut aussi le dire. Et dans tous les aspects de la communication, il est plutôt très bon. Et alors, est-ce qu'on peut apporter les points qui fâchent? Il faut absolument. Hein, il y a quand même deux critiques qui sont faites à ces formations de guide, deux principales. Il n'y a pas que ça, mais je ne peux pas non plus tout faire. Alors d'abord, quelqu'un a posé une excellente question. Julien, est-ce qu'il existe des aides au début pour s'installer comme guide de pêche? Alors soit aide d'État, soit facilité de crédit pour s'équiper et tout ça, ou est-ce que c'est chacun pour soi, quoi? Alors, il y a des aides qui existent. Ça, il faut se renseigner auprès de la région et puis essayer de se faire conseiller par les bonnes personnes. Le mieux, c'est de se rapprocher d'une pépinière d'entreprise qui, eux, en fait, vont pouvoir aiguiller la personne dans son projet et l'emmener vers les bonnes aides. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais je suis passé à côté de 5 500 € d'aide. Voilà. Donc à la place, j'ai fait un crédit, c'était bien. Ça, c'est con. Et Alexis qui dit Julien, c'est un très bon communicant, il a la capacité à communiquer, mais il a aussi la capacité à pas tout communiquer. En partant des guides de pêche, il faut pas tout dire quand on est guide non plus. Moi, j'ai toujours mon petit GPS de poche quand je vais pêcher avec Julien. Je peux vous dire, je me fais un pognon sur eBay après. Génial. Et donc, sujet qui fâche. Alors, le premier, évidemment, c'est de dire, et je me mets pas en dehors de cette critique, parce que moi-même, je l'ai quand même souvent dit, mais Michael a beaucoup minoré cette affirmation tout à l'heure. J'ai tendance à dire, mais j'aime bien les formules un peu choc, c'est vrai que le vrai business, c'est pas guide de pêche, c'est quand même formateur, quoi. Hein. C'est-à-dire que la meilleure place, c'est pas tellement d'être guide, pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, c'est quand même de former des guides. Sous-entendu, c'est vrai que par rapport à la réalité du marché et des débouchés, on se pose parfois la question pourquoi il y a autant de centres de formation pour finalement aussi peu d'actifs derrière, même si Michael a dit que ça avait quand même beaucoup bougé. Ouais, alors nous en fait c'est vrai qu'on a la meilleure place, hein. On fout strictement rien de la journée. Voilà, concrètement, on s'assoit derrière notre bureau et puis on regarde les stagiaires au bout du couloir. Quand j'ai parlé du live, elle m'a dit tu veux pas qu'on fasse ça plutôt jeudi à 15h parce que vraiment on se fait chier la semaine. Bon, non, concrètement, moi j'ai eu la chance de pouvoir avoir toutes les places au sein de la formation. J'ai été stagiaire il y a 10 ans. Voilà, j'ai suivi la formation en 2008-2009. J'ai exercé du coup le métier de moniteur guide de pêche pendant 10 ans au sein de Pêche Moderne. Donc j'ai aussi cette vision-là. Et puis progressivement, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir intervenir sur différents contenus de la formation. Et aujourd'hui, d'avoir un temps plein au centre de formation, alors pas que sur la formation des guides, hein, j'interviens aussi beaucoup sur les BTS et sur beaucoup d'autres missions. Mais voilà, j'ai vu du coup toutes ces facettes-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, notamment avec le confinement, je me dis que tous les stagiaires en formation et tous les guides de pêche qui sont installés, clairement, j'ai une grosse pensée pour eux parce que c'est clair que c'est pas évident. Et aujourd'hui, ma place au centre de formation fait que j'ai l'esprit beaucoup plus tranquille. Après, concrètement, moi, pendant 10 ans d'exercice, je suis clairement pas meilleur que les autres, mais j'y suis arrivé. On a commencé juste en sortant de la formation avec Manu à l'époque. On a créé une asso. Et puis, progressivement, on est devenu salarié de cette asso. Et pendant 10 ans, on a réussi à en vivre à temps plein. Alors, pas avec des gros salaires, hein, mais voilà, on a réussi à se dégager un peu plus que le SMIC tous les mois.
Et puis, parce qu'on voulait aussi être raisonnable, hein, on aurait pu certainement mettre un petit peu plus, mais on voulait aussi être raisonnable. Et pendant 10 ans, j'ai exercé ce métier-là sans aucun souci. Et j'aurais pu continuer encore longtemps, en fait. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de place sur le marché. On est sur un métier récent. On n'est pas clairement dans des habitudes. Voilà, quand on veut découvrir la pêche, on n'a pas encore l'habitude de faire appel à un moniteur ou à un guide de pêche, mais c'est des choses qui sont en train d'évoluer. Et je pense que des produits et des choses à mettre en place et à inventer, il en existe encore 50 000. Clairement, on va en parler. Encore une fois. Alors, ce que je voudrais dire quand même, c'est que oui, c'est vrai que le business de la formation, c'est un vrai business. Il y a un business de la formation, ça existe, mais c'est pas propre à la formation des guides. En France, il y a eu une explosion du business de la formation dans tous les métiers. Et même, il y a eu un scandale du business de la formation, parce qu'il y a eu énormément d'abus. Je ne pense pas que ce soit sur les métiers de guide que ça soit principalement là. Mais c'est lié aussi, d'abord, il y a eu un besoin à la formation. Hein. C'est-à-dire que depuis qu'il y a eu des réformes structurelles très profondes en France, la disparition en particulier des métiers d'ouvriers, l'usine, tout ça, machin, il a fallu aussi former des gens à d'autres métiers. Bon, c'est aussi là où les abus se sont faits. Mais je pense que ce qui est important aussi de dire sur cette formation-là, d'abord, comme l'a dit Michael tout à l'heure, il faudrait voir les autres centres de formation, peut-être aussi qu'il y en a trop, comme faisait remarquer quelqu'un, mais il y a quand même des gens qui trouvent du job derrière, et surtout ce que j'ai envie de dire, c'est que quelle que soit la déperdition, enfin je veux dire, là on forme pas des gens pour faire des métiers de merde, hein, je veux dire, c'est quand même pour... on aide les gens à réaliser leurs rêves, donc c'est quand même déjà énorme, et qu'il y ait de l'argent public pour permettre aux gens de vivre leurs rêves, je trouve ça, moi personnellement je trouve ça absolument génial. En plus de ça, il faut bien prendre en compte beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a le contenu de la formation dont on parlait tout à l'heure, mais comme je le disais, ça sert à beaucoup d'autres choses. Ça sert aussi à faire du réseau. Par exemple, si Julien vient vous examiner, ça vous permet de rencontrer physiquement Julien. Déjà, c'est une première poignée de main. La poignée de main d'après, ça peut être de me rencontrer moi, donc de rencontrer une marque de pêche. Enfin, vous voyez, ça permet, ça c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais ça permet de faire beaucoup de choses. Mais cela dit, là où les gens ils ont raison, je trouve aussi, c'est que le corollaire de ça, c'est que les gens qui sont installés comme Julien se retrouvent chaque année avec des dizaines de mecs qui tentent leur chance, parfois juste à côté de chez eux, sur un métier, si vous voulez parler des États-Unis, où les tarifs ne sont pas conventionnés, donc n'importe qui peut arriver à appliquer les tarifs qu'il souhaite pour essayer de prendre des parts de marché. Et pour les gens qui sont déjà en poste, on ne peut pas nier qu'il y a quand même une forme de harcèlement économique, de concurrence déloyale régulière, qui s'exerce. Julien, là-dessus, est-ce que toi c'est quelque chose que tu as ressenti, ou enfin je sais pas, est-ce que je délire complètement? Non, enfin je sais qu'il y a des zones où oui effectivement il y a beaucoup de guides sur le même endroit, comme ça peut être le cas dans le Morbihan ou dans le bassin d'Arcachon. Et là en fait c'est en gros les meilleurs qui vont s'en sortir, et puis les plus mauvais, ils vont Ouais, pas mais le tenir en problème c'est compte, que quoi. chaque année c'est un peu remis sur la table, parce qu'il y en a sans cesse qui reviennent sans arrêt. Et est-ce que par exemple il y a une réflexion autour de ça? Alors moi je pense un peu plus que les centres de formation, parce que c'est pas votre rôle je pense, mais plus les fédérations de guides. Alors j'ai appris qu'il y en avait deux maintenant, au lieu d'une. Déjà c'est énorme, ça c'est une spécialité française. On appelle ça le narcissisme des petites différences, c'est Freud qui appelait ça comme ça. C'est hop, les mecs sont pas d'accord, pouf, il faut un deuxième truc, puis après ils se rescindent, ça en fait quatre et tout. Bon, puis à la fin, chacun sa petite fédé individuelle. Mais est-ce qu'il y a quand même des réflexions, je sais pas, Julien, avec tes collègues et tout, sur l'idée je sais pas, qu'on pourrait essayer de conventionner déjà les prix, ne serait-ce pour qu'on détermine le point mort. Et j'imagine qu'il y a un point mort en mer, en dessous duquel on gagne pas d'argent, et pouvoir dire, en dessous de ce prix-là, déjà c'est concurrence déloyale. Je pense que c'est un peu ce qui s'est passé aux États-Unis, hein, c'est de dire, si tu vends ta prestation moins que ce prix-là, tu perds de l'argent. Et ça, c'est interdit. Donc, Alors, de toute façon, en France, c'est également le cas. Tu n'as pas oui, le droit. mais il faut déterminer le point pointer. mort. Il faut que quelqu'un dise, c'est en dessous de ce prix-là. Tu n'as pas le droit d'arriver, d'ouvrir ta boîte à côté du gars et de péter les prix dans la. Enfin, c'est. Ouais, mais Comment dire, t'as le droit de c'est péter attaquable. les prix, c'est la concurrence, mais t'as pas le droit de vendre à perte. Qui détermine à partir de quand on vend à perte? Ça pourrait être un rôle pour les fédés, moi, je pense. Mais bon, enfin, je sais que moi, quand j'ai démarré T'en mon fous. activité, j'ai regardé sur le département les tarifs des personnes qui étaient en place, et puis je me suis aligné plus ou moins sur leurs tarifs,
sachant que j'avais pas forcément au départ le bateau que j'ai aujourd'hui. Ouais. Donc j'avais pas non plus la même prestation, mais j'emmenais que 2 personnes au départ. En fait, un des problèmes aussi, c'est surtout ça, c'est que on a tendance nous-mêmes à dévaloriser le prix de nos prestations parce qu'on regarde ce que les autres font et on essaye de s'aligner. Alors qu'en réalité, on peut avoir des prestations qui sont complètement différentes et les tarifs que tu vas appliquer maintenant, Julien, ils sont forcément différents de ceux que tu pouvais appliquer au début parce que tu n'as plus le même bateau, parce que tu n'as pas le même matériel, parce que tu n'as pas la même expertise et parce que forcément, tu n'as pas la même notoriété et donc du coup, tu rends pas le même service et donc forcément pas au même prix. Je pense qu'une grosse partie des problèmes vient, d'ailleurs on le voit bien, hein, ceux qui aujourd'hui réussissent à vivre de ce métier-là, c'est pas forcément que ceux qui ont des idées, c'est surtout ceux qui sont capables de bien analyser leurs produits et qui sont capables d'analyser la gestion comptable et pas de regarder ce que fait le voisin pour essayer de faire pareil. Bien sûr. Après, quand je disais ça, bien sûr que avant de regarder ce que font les autres, tu regardes toi ce que ça te coûte. Et puis le produit. Non, mais en fait, vous êtes d'accord, c'est juste que vous parlez pas tout à fait de la même chose. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce que veut dire Tom, il a raison, c'est que de toute façon, sur le long terme, comme il est plus facile de baisser les prix que de les augmenter, c'est de toute façon ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui vont pas vendre à perte dès le départ, qui sont quand même capables de se dire, quoi qu'il arrive, je vais pas travailler pour rien. Maintenant, et c'est la remarque d'Amaury qui m'a intéressé, c'est vrai que idéalement, alors, c'est sans doute pas possible, mais c'est aussi quand même intéressant sa remarque. On devrait presque avoir un quota par région et de dire, voilà, on va pas former des gens si, je dis n'importe quoi, dans tel département, la Vendée, il y a déjà 5 guides, les mecs, ils sont déjà ric-rac. Moi, de ce que j'ai repéré, je sais qu'en France, on parle très peu d'argent, mais un guide de pêche, ça gagne entre le SMIC et le salaire médian, c'est-à-dire entre 1200 balles et 1800 balles, on va dire. Bon, je veux dire, si tu vois que tu as 5-6 mecs en Vendée qui sont à 1300 balles par mois, tu vois, ou qui font, je sais pas moi, 100 000 balles de chiffre d'affaires, c'est peut-être pas la peine d'accepter des mecs qui vont s'installer chez eux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais tout dépend du produit qu'ils mettront en place. C'est sûr, non, mais, je suis d'accord. Si le mec il veut faire un truc feeder, bien sûr, avec les mecs en mer. Ça veut dire qu'il faudrait dans ce cas-là être capable de comparer le secteur, la prestation, le poisson recherché, l'expérience. Ça me paraît pas insurmontable de faire un recensement. Il y a des fédés pour ça. Là, pour le coup, ça peut être une bonne raison d'adhérer à une fédération de guides de pêche. Pour pouvoir dire, voilà, moi je fais ça, je fais tel chiffre d'affaires, je suis sur tel secteur. Bon, c'est pas un recensement si compliqué que ça, franchement. Non, Julien? Ouais, oui, complètement. Et pour rebondir là-dessus, c'est vrai que moi j'ai pas mal de demandes pour aller pêcher en surfcasting. Moi je le fais pas, donc moi ces gens-là je les renvoie à quelqu'un d'autre. Je veux dire, bien sûr, si on ne fait pas tous le même produit, il y a de la place, à côté pour développer d'autres techniques et d'autres prestations. Exactement. C'est sûr. Alors après, je retourne la critique que je faisais au centre, je la renverse complètement en disant quand même, ce qui est assez formidable dans ces trucs-là. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on permet à des gens d'aller essayer de vivre leurs rêves. Et donc pour le coup, c'est vrai qu'il y a une petite sélection à l'entrée, tu nous expliqueras, mais il y a très peu de sélection à la sortie. Et à la limite, quand même, c'est tant mieux. C'est-à-dire que le mec, faut quand même aussi qu'il puisse tenter sa chance. Et entre les deux, j'imagine que le but du jeu, c'est d'arriver à le former, pas le formater, mais à le former de manière à ce qu'il ait les meilleures chances de réussir. Et ça, pour ça, je trouve que la formation, elle est assez généreuse. C'est quand même assez cool. Faut rappeler que c'est pas un concours. Il s'agit juste de prendre des gens qui veulent faire ça et d'essayer d'accroître leurs chances de réussir. Alors, oui, effectivement. Il y a une particularité quand même à Cole, c'est que le centre de formation a la chance d'avoir une renommée. Et tous les ans, on a des premiers tests de sélection, puisqu'on a aussi beaucoup de candidats pour très peu de places. On accueille une quinzaine de stagiaires par an, et on a entre 60 et 80 candidats qui viennent passer des tests. Donc déjà, nous, on a cette chance-là de pouvoir sélectionner nos stagiaires et pouvoir faire un premier tri. Aujourd'hui, les tests de sélection sont donc uniformisés pour tous les centres de formation. Ils sont peut-être un petit peu plus poussés justement à Cole par rapport à ce qu'on attend des stagiaires qu'on veut faire rentrer en formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des épreuves purement techniques, donc des épreuves de lancer, on va choisir une technique de pêche, on va l'expliquer à un membre expert qui va jouer le rôle du novice, et puis on va montrer aussi ses compétences
notamment en termes de lancer sur la technique de pêche choisie. On va avoir ensuite, donc ça c'est indispensable en fait, si on n'arrive pas à ces tests-là, on peut, quoi qu'il arrive, pas rentrer en formation. Ça c'est une des réquisites de Jeunesse et Sport en particulier. Je pense Oui, que c'est à cause exactement, mais on a déjà quelques surprises à ce niveau-là, c'est-à-dire que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde est d'accord que c'est peut-être pas l'essentiel de la formation, mais si on veut être agréé Jeunesse et Sport, enfin si on veut que ça soit... Il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ce côté sportif, maîtrise technique et tout ça. C'est la base. Et voilà, on peut pas estimer devenir moniteur guide de pêche si on ne connaît pas un minimum de pêche et de technique. Donc ça, c'est la base. Et ensuite, on a un entretien avec les candidats, et notamment sur leur connaissance de la formation, du diplôme et surtout sur leur projet. Voilà, qu'est-ce qu'ils veulent faire à la sortie avec le diplôme. Et donc, ça nous permet déjà de savoir si on a en face de nous des gens qui sont juste pêcheurs ou des gens qui ont réfléchi à un projet et sont déjà dans une logique d'installation. Et nous, ensuite, pendant toute l'année de formation, on est là pour les accompagner et leur donner du contenu de manière à les faire réfléchir et les aider au mieux pour la sortie de formation. Alors après, il ne faut pas croire non plus que la formation est simple. Il y a quand même des épreuves qui sont pas si faciles que ça. Alors on a un taux de réussite nous important, hein, c'est sûr. Malgré tout, on a toujours quelques échecs chaque année. Mais ça prouve qu'au moins c'est une vraie formation déjà, j'ai envie de dire. Clairement, hein, on n'a pas 100% de réussite, ou si on y tend, en tout cas, c'est après des remédiations et voilà, des efforts de la part de nos stagiaires. Et voilà, clairement, c'est une année qui demande énormément de travail. Alors, on est sur un diplôme niveau bac, clairement, donc ça, c'est important pas quelque chose qui... Moi, quand je l'ai passé, c'était un 6, c'est-à-dire c'était moins que le brevet des collèges. Ah, t'as qu'à voir. Bon, aujourd'hui, on est sur un diplôme niveau 4. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. Bref. C'est mon plus haut diplôme avec le permis de conduire. Ta prise de sang, ça marche pas, ça. Non, bah, et donc, du coup, voilà, il y a quand même beaucoup de travail à fournir pour obtenir voilà, les 4 UC. Hein. Beaucoup de dossiers. Beaucoup de réflexions, beaucoup de choses à mettre en place dans sa structure de stage et des jurys qui sont pas évidents à convaincre. Donc voilà. Et alors, combien ça coûte cette plaisanterie? Combien ça coûte aux candidats et combien ça coûte à ces subventionneurs, comme on dit, à ces financeurs, enfin à l'État quoi? Alors la formation aujourd'hui, elle est entre 6 et 7 000 euros. Les stagiaires, on a la chance, nous, en Bretagne, hein, d'avoir un soutien de la région, clairement, qui achète chaque année des places de formation. Donc, généralement, il y a différentes possibilités pour suivre la formation, mais très peu autofinancent leur formation. On a la région Bretagne qui prend en charge plus de la moitié des places chaque année. On a des projets de reconversion aussi avec. Donc derrière, il y a Pôle emploi qui peut financer la partie complémentaire. Exactement. Parce que ce qu'il faut dire quand même, parce que là je voudrais tordre le cou à une idée reçue quand les gens disent que c'est de l'argent public perdu. Alors c'est absolument faux, hein, parce que même sans être très fort en macroéconomie, une formation comme ça, combien vous êtes de salariés dans cette structure? Alors nous, par rapport à la formation de BPGEPS, on est deux. Vous êtes on est 2 salariés. Après, on a de nombreux intervenants. Et encore, moi, je suis pas à temps plein sur la formation. Mais sans être, voilà, moi j'ai fait un peu d'économie dans ma vie, sans être une bête, 2 salariés sur une formation comme ça, et admettons qu'il y en ait chaque année 2 qui arrivent à en vivre d'une manière ou d'une autre, bah c'est extrêmement rentable pour l'État en réalité, puisque ça permet de sortir des gens, en particulier de la dèche. Parce qu'il faut quand même aussi dire quelque chose, c'est que quand on dit qu'à la fin, il y a beaucoup de gens aussi qui échouent et tout ça, qui n'arrivent pas à être guides, alors certes, il y a l'aspect un peu sélectif de la formation en elle-même, encore une fois, c'est pas un concours, mais tant mieux, enfin je veux dire, il faut aussi rappeler que les concours, hein, c'est surtout un système de reproduction de classe, hein, c'est pour favoriser les classes sociales supérieures généralement. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'aussi quand même, enfin c'est un peu, il n'y a que moi qui peux le dire sans que ça passe... Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent dans ces formations parce qu'ils sont déjà un petit peu à bout de course. Ils sont en bout de course soit scolairement, soit professionnellement. Et donc, c'est quand même aussi... je veux dire, faut pas s'étonner que derrière, ça ne réussisse pas à tous les coups. Pour le dire simplement, il est très rare que quelqu'un suive un cursus prépa, ENS, Sciences Po, BPGEPS de Cône. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc c'est quand même aussi une forme de dernière chance, parfois pour certaines personnes, ou de reconversion professionnelle, ou de réorientation. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de mettre de l'argent public, car quand même, enfin, je veux dire, si c'est pas la mission de l'État, il reste que les flics et leurs matraques. Donc il faut le faire, je veux dire. Et surtout pour un métier, enfin, franchement, même si on roule pas sur l'or au bout du compte, si c'est un peu difficile, enfin, un guide de pêche, c'est quand même plus sympa que d'aller pointer à Pôle emploi tous les mois, enfin je pense, non? Alors clairement, on n'est pas sur une formation où on a que des profils de cassos. Hein. Clairement, c'est pas. Alors d'abord, cassos dans ma bouche, c'est pas du tout un péjoratif. Non, exactement, je partage. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intimement lié à la clientèle. Évidemment que pourquoi à Sciences Po ils réussissent tous à la fin, c'est aussi parce que c'est pas sélectif. Quand tu rentres à Sciences Po, tu en sors. Et puis c'est que des gosses de riches, donc de toute manière, eux, ils sont déjà tranquilles, ils sont rentrés avec le capital culturel qu'on leur demande à la fin, pour le dire vite. Pour nous, en tant que formateurs, c'est ça qui est génial, c'est que chaque année, on a des profils qui sont vraiment variés. En fait, on va avoir des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui ont vécu pendant 20 ans dans une boîte et puis qui effectivement en ont marre et se disent bah moi voilà, j'ai pas saisi l'opportunité quand j'étais jeune, maintenant c'est l'occasion de s'y remettre et de me faire plaisir. On a des gens qui sortent aussi des études et qui clairement viennent poursuivre leur cursus avec cette volonté-là et qui sont depuis tout petit motivés par faire ce métier-là. On va avoir des gens des docteurs, voilà, cette année on a par exemple, voilà, c'est très varié en fait, aussi bien en termes de niveau, en termes d'âge, en termes de vécu, d'expérience, et c'est pour ça que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une partie de la formation qui va s'effectuer à travers le groupe lui-même, puisque du coup, c'est des profils qui sont très variés. Exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, enfin voilà, tout ce qui ressemble à une chance, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera toujours plus intéressant que les formations débiles qu'impose Pôle Emploi, juste pour sortir les gens du chiffre du chômage, par exemple. Donc ça, c'est sûr que de ce côté-là, c'est vachement bien. Et alors après, juste pour terminer là-dessus, excuse-moi, clairement, le métier qu'on va faire, alors il est composé de différents métiers, on est bien d'accord, ouais. Mais on est là aussi pour sensibiliser les gens sur l'environnement, leur apprendre des choses qui sont ultra importantes pour leur vie quotidienne, pour leur bien-être, la patience, la concentration, le respect. Moi, j'ai beaucoup réalisé d'animation avec les enfants, t'en parlais tout à l'heure. Concrètement, ce que tu vas pouvoir apporter à travers tes animations avec juste l'outil pêche, clairement, c'est des choses qui sont bénéfiques aussi. C'est-à-dire que la connaissance du milieu, la connaissance de l'environnement, apprendre la patience, la concentration, le respect des autres, le respect des règles, aussi dans sa version sportive, avec la connaissance des adversaires, des règles, du matériel, de l'aspect purement compétition, avec des choses qui sont en train de se structurer aussi. Donc concrètement, oui, on forme aussi des gens qui peuvent avoir un impact aussi clairement sur le reste de la société, quoi. Et puis, de toute manière, même d'un point de vue trajectoire individuelle, et c'est ça que je voulais finir par dire tout à l'heure, et j'en suis l'exemple frappant, c'est quand même, beaucoup de gens veulent rentrer dans la pêche aussi tout court, et enfin c'est une bonne porte d'entrée. Et quand j'étais là, on fait du capital social, qu'on fait du réseau, ça permet de rencontrer des gens. Moi j'ai commencé, j'avais 18 ans, j'ai fait cette formation de guide de pêche. À l'époque c'était vraiment rien comme formation, mais j'ai rencontré des gens, et vous voyez, aujourd'hui je travaille, alors j'ai fait plein de choses entre temps, mais aujourd'hui je travaille pour une grande marque de pêche, enfin plusieurs grandes marques de pêche. C'est devenu mon job. Alors on pourrait tout à fait me mettre dans les chiffres des gens qui ont échoué, puisque finalement j'ai guidé 2-3 ans puis j'ai arrêté. Mais on pourrait aussi me mettre tout à fait dans les chiffres des gens qui ont réussi, dans le sens que moi, ce qui m'intéressait peut-être plus que guide de pêche, c'est être dans la pêche, ma passion. Donc, il y a 1000 choses qui peuvent ressortir de tout ça. Alors, bien sûr, il faut être vigilant, parce qu'il y a plein de formations bidons, et puis bon, faut... Mais bon, moi, je pense que c'est toujours une bonne chose de laisser une chance aux gens de réaliser leurs rêves. Et alors justement, il y a Baptiste, c'est un jeune pêcheur, un carpiste qui nous suit depuis longtemps, qui regarde les lives sur Numa Fishing, qui a vu passer ce truc. Alors il m'a demandé de transmettre un message, et parce que en fait il a bien compris, voilà, ce que je suis en train de dire, que l'idée c'est qu'il y a peut-être des gens qui se font chier en tant que médecin, bon ça je pense quand même c'est une exception, mais en tant que médecin ou dans des métiers qui les passionnent plus ou moins bien et qui veulent tenter leur chance. Mais ça peut commencer très jeune, c'est-à-dire dès le collège, dès le lycée, peut-être qu'on n'est pas adapté au système scolaire, là aussi je pourrais en parler.
Et donc il y a des choses à faire. Et Baptiste, je vous lis le message qu'il m'a envoyé. Lui, il est passé par le lycée Henri Cueil de Neuvic. Et ça fait partie de l'EPL Haute-Corrèze. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je pense qu'il y en a qui savent. Et donc il nous dit qu'il est possible d'accéder au bac par une seconde générale ou de faire directement une seconde générale et technologique écologie, agronomie, territoire et développement durable ou une seconde professionnelle nature, jardin, paysage, forêt. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Après le collège de Neuvic. Et à la suite de cette seconde, il est possible de faire un bac pro gestion des milieux naturels et de la faune avec 3 options. Faune terrestre, sport de nature et celle qui nous intéresse, la faune aquatique. Encore mieux, j'ai envie de dire. Et donc il y aura des matières générales. Il faut des matières générales, que vous vouliez ou non. Il faut qu'il y ait des humanités, il faut des maths, il faut des choses comme ça. Mais aussi beaucoup de matières professionnelles. Et donc il y a par exemple la réalisation d'inventaires piscicoles par pêche électrique, le comptage de moules. Ça, Julien, ça nous fait rêver, ça, un petit peu. Ça nous connaît, ouais. Ah, ça, on aimerait bien faire ça. Détermination de la qualité biologique des cours d'eau par IBGN, indice biologique global normalisé. Même pas compris ce que ça voulait dire. Étude de croissance des populations truticoles. Je savais pas que ça se disait, c'est rigolo. Par scalimétrie. Entretien de ripisylphes. Voilà, restauration de frayères. Ouais. Ah, c'est énorme. Bon. Voilà. On va te fourcher, hein, non, c'est pas grave. Moi, je connaissais pas tout ça. Et donc, c'est en collaboration avec la Maison de l'eau et de la pêche et le PNR de Millevaches en Limousin. Et donc, en fait, permis bateau qui passe. C'est la classe, un permis bateau, ça coûte une blinde. Le K16 tracteur, moi j'adorerais avoir un tracteur à Bordeaux. Mini-pelle, hein. Et qu'est-ce qu'on a roulé comme mini-pelle tous les deux, Julien? Et parfois, tous les deux, quand il n'y avait plus personne, en fin de soirée. Et alors donc mini-pelle, pardon, je suis resté là-dessus. Et habilitation aux pêches électriques, qui rendrait bien service les jours où la pêche est difficile. Et en fait, évidemment, il y a les barrages qui sont pas loin, donc les clubs pêche du lycée. T'imagines un club pêche au lycée, mais c'est le rêve, quoi. Et comme il dit, surtout les filles et les nombreux bars sans S, ce qui veut dire que les filles l'ont quand même plus intéressé que les formations générales. Tout ça pour dire, et c'est un peu le message de ce soir, c'est qu'il existe quand même des manières, même pour les plus jeunes, de commencer à s'orienter doucement sur ce qui les intéresse. Ce que je voudrais dire quand même aux plus jeunes, c'est quand même que la fac, par exemple l'université, c'est un endroit merveilleux. S'il y a les plus belles années de votre vie, vous les passerez certainement à la fac. Et c'est extrêmement formateur pour plein de gens, ne serait-ce qu'en manière de tolérance et tout ça, de vie en société, de sociabilisation. Si vous pouvez aller à la fac... Les soirées. Non, mais ça fait partie de la fac. La fac, c'est un tout. C'est les bibliothèques, c'est les soirées, c'est les profs, c'est les filles, c'est tout ce qu'on veut. C'est un tout. Mais c'est surtout un mode de sociabilisation absolument unique et qu'il faut absolument préserver. Et donc si vous pouvez aller à l'université, ne serait-ce que pour faire une licence, puis après vous faites autre chose, faites-le. Mais maintenant, si vraiment vous sentez que c'est au-dessus de vos forces, ben voilà, il existe des solutions et c'est aussi ça qu'on voulait dire. Ça concerne à la fois la formation de guide de pêche et voilà, des lycées agricoles ou professionnels à droite à gauche. Mais moi je te rejoins, mes années fac c'était mes plus belles années, mais sauf que c'est pas mes années qui m'ont permis d'avoir un métier en fait. C'est pas le rôle de l'université, c'est le rôle de l'école, un métier. Le rôle de l'université, c'est pas ça. Et moi, j'ai appris énormément de choses voilà, je m'en sers tous les jours et ça me sert aussi dans le cadre de mon boulot. Concrètement, là, on n'est pas du tout dans le même type de formation et voilà, c'est complètement complémentaire et c'est ce qui est intéressant, c'est justement cette diversité de profils. On en a qui viennent chaque année, qui ont une licence, des masters, des docteurs. Voilà, on a des docteurs, mais on a aussi des jeunes qui ont commencé clairement par des stages pêche avec une fédération, voilà, ou qui sont venus. Moi, c'est ma plus grande fierté en fait. C'est depuis 10 ans, j'ai eu la chance d'encadrer des tout petits bonhommes. On a commencé par des stages pêche au cou. Ensuite, on les a mis à la pêche au leurre. Ils sont devenus compétiteurs. Ils ont progressivement pris de l'intérêt. Aujourd'hui, je commence à les retrouver sur les salons, par exemple, ou même aux portes de la formation. Ah oui, donc, on a ces jeunes-là qui ont commencé par juste découvrir la pêche avec des fédérations, avec des animateurs, avec des guides de pêche, et qui progressivement ont dédié leur vie, leurs études avec un point d'intérêt. Moi, clairement, la fac, oui, fac de sport, j'adorais ça, sauf que du coup, derrière, ça m'a pas permis grand-chose. Et il faut bien dissocier le marché. C'est pas le rôle de la fac de s'aligner sur le marché du travail. Et d'ailleurs, il faut surtout pas.
Mais en tout cas, c'est formateur d'une autre manière. C'est surtout pour la vie en société, faire des citoyens et tout ça, c'est très important. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a plein de gens qui font la fac et puis après qui vont faire un autre truc derrière, qui vont faire une formation professionnelle. C'est pas du tout incompatible, comme tu l'as dit, au contraire, c'est complémentaire. Avant de rappeler Mickey, qui va un peu donner le mot de la fin, je voudrais qu'on fasse un petit jeu ensemble. Juste pour ceux qui, voilà, après 1h30 de live, alors bravo, vous êtes très nombreux à suivre ça, seraient encore intéressés pour devenir guide si on ne les a pas dégoûtés complètement. Une sorte d'étude de marché virtuelle, juste pour qu'on comprenne bien, et je voudrais que tous les deux vous interveniez à tour de rôle. Donc à chaque fois Julien d'abord, puis Tom ensuite si vous voulez bien. Yes. Si on veut réussir comme guide de pêche, se dégager un salaire, un revenu, est-ce que c'est plus la mer ou l'eau douce? Alors c'est des fausses alternatives, hein. N'hésitez pas à démonter les alternatives quand c'est nécessaire, mais il y a des fois l'alternative est juste. Tout dépend de là où tu habites, mais je pense que les deux sont possibles. Les deux sont viables. Avec peut-être plus ou moins de facilité pour la mer. C'est peut-être plus facile en mer qu'en eau douce, mais les deux sont possibles. Tom? Moi j'ai une vision un peu à l'opposé. C'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Vas-y. Pendant 10 ans, j'ai gagné ma vie sans jamais toucher à la mer. J'ai fait que des animations. Ouais, mais la question c'est plus où est-ce que ça te paraît plus facile. C'est vrai qu'on a un peu tendance à se dire que les gens sont plus prêts à payer pour aller prendre un guide en mer qu'en eau douce. Je sais pas si c'est une impression. Moi c'est pas ce que j'ai vécu en tout cas. Et si aujourd'hui, dans le département d'Ille-et-Vilaine, par exemple, on a un seul guide de pêche, Aurélien-Lagarros, d'installer, qui propose des animations. Donc je pense que clairement, il y a aussi énormément de place sur la pêche en eau douce et beaucoup de produits à monter. Alors attention, je fais toujours une différence entre les animations et le guidage. C'est pas tout à fait le même métier. Ouais. Voilà. D'accord. Donc on va dire que c'est peut-être plus équilibré en termes d'animation et peut-être qu'en guidage, quand même, la mer a l'air de... Ah, Alexis, tu as raison, elle est un peu biaisée ma question, c'est même un sophisme, hein, c'est ce qu'on appelle une fausse alternative, mais ça permet de faire réagir parfois les interlocuteurs. Et alors plutôt, donc je continue avec mon sophisme, plutôt coup ou mouche? Pêche au coup ou pêche à la mouche? Ton avis, Julien? Ouais, c'est pareil. Tu vois ce qu'il y a derrière cette question, hein, est-ce que c'est plutôt une pêche élitiste qui réclame un énorme bagage technique ou plus des pêches qu'on considère comme très accessibles et qui permettent par exemple d'amener des enfants, y compris en... On va dire que le coup, c'est grand public et tu touches beaucoup de monde. Mais la mouche, ça intéresse aussi beaucoup de gens et c'est une technique où tu as vraiment besoin de te former, d'apprendre. Ouais. Voilà, donc l'intervention d'un guide, quand tu veux pêcher à la mouche, tu vas gagner un temps. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus de clientèle, par exemple, avec les enfants sur la pêche au coup? Il y a énormément de travail à faire sur la pêche au coup, basique. Hein. Là, tu parles d'animation pêche au coup à 4 mètres avec un petit flotteur pour attraper des petits gardons. Ça, clairement, tu peux très bien gagner ta vie en ne faisant que ça, clairement. Les écoles, les centres de loisirs, les CE, proposer des stages pendant les vacances, c'est quelque chose de possible. C'est quelque chose qu'il faut être capable d'assumer, par contre. Je pense qu'il faut être fait pour ça. Avoir des enfants toute l'année... c'est compliqué sur des animations pêche au coup. Par contre, c'est ultra enrichissant. Ouais, moi j'adorais, les gamins. Hein. J'adorais encadrer les gamins. C'est ce que je préférais d'ailleurs. C'est génial. Pas pour les mêmes raisons. Oui, exactement. Mais vous savez, quand on est guide de pêche, on rencontre aussi des gens. Hein, Moi j'ai rencontré à cette époque-là Alain Sauvager, qui après a vendu les kayaks Hobby, par exemple, et qui a même travaillé chez Amio Pêche. Et j'avais rencontré, figurez-vous, David Méry, qui est aujourd'hui le boss de Fish Connection. C'est un de mes clients. Donc vous voyez, on rencontre des gens, il y a des très beaux moments. Le milieu de la pêche est tout petit. On s'est tous connus. Moi, j'étais en train de nager dans la piscine sur le salon de Nantes. Ah oui, exact, avec le patron de HPA. Oh, c'est un souvenir, ça. Et nous, on était en train avec Cédric Charpentier qui était déguisé en vigile et on faisait le tour du salon déguisé en catcheur. Alors, tu vois, quoi. Et j'ai toujours mes masques, attention, je voulais sortir. C'est pour répondre à des stagiaires qui me demandaient si j'avais pas mis mon masque. Ça, c'est Captain Julien. Exactement. Bon, mais après donc, pour revenir sur ta question, pêche au coup sur des animations, je pense qu'il y a vraiment un marché et c'est quelque chose de c'est génial, mais il faut être fait pour.
Après, la pêche au coup, c'est aussi pêcher à la grande canne, par exemple, la carpe. Et là, on commence à devenir sur des produits qui C'est sont ça très qui est techniques, très intéressant, c'est-à-dire que là, j'ai bien sûr, comme dit Alexis, c'est vraiment une fausse alternative, c'est beaucoup trop schématique, mais justement, ça permet de montrer qu'il y a quand même des diversités, qu'il y a plusieurs marchés à l'intérieur du marché et qu'on peut faire plusieurs choses. Et si je vous pose la question, carpe ou carnassier? Parce que par exemple, les guidages carpe, moi j'en vois quasiment pas. Je me souviens d'Arnaud Philippi qui avait essayé de faire ça, qui a commencé un peu comme ça d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'après, très vite, il a plutôt pris le parti d'emmener les gens prendre des brochets d'1 mètre sur le Léman. Ouais, alors pour la carpe, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire également, hein, comme dans toutes les pêches. Donc, Moi, je le faisais pour les enfants, ça marchait très très bien. Je leur faisais faire des week-ends de 3 jours. C'est un produit qui m'aurait tenté, Ouais. parce que j'étais carpiste pendant de nombreuses années et c'est une pêche qui me passionne. Pour les gamins, c'est top. Mais le truc, c'est que tu peux pas être partout et qu'il faut faire des choix au Ouais. départ. Bien sûr. Donc voilà, je pense que. Mais je pense qu'il y a un marché à. Le guidage, Il y a un moi je marché pense à que le guidage carpe, c'est quand même beaucoup les gamins. Parce que les gamins, ils adorent ça, la nuit, les départs, le bivouac. Pas que, tu peux faire des choses géniales. Alors, les gamins, c'est juste incroyable, hein. Faire des campèches au bord de l'eau, 3 jours et 2 nuits avec des gamins, et les faire sortir. Moi, j'ai Rennes juste à côté. Les gamins, ils sont jamais sortis. On les faisait voilà, en pleine campagne, et au bord d'un étang, dans une forêt. Je peux te garantir qu'ils faisaient pas les malins dès qu'il y avait un petit peu de bruit. Donc, tu les ouvres aussi à une autre forme de culture. Ah ouais. Puis c'est juste génial. Après, mais il y a aussi un très gros marché sur des prestations, par exemple, pour faire venir une clientèle étrangère sur nos plans d'eau, avec de la location de matériel, des postes à amorcer en amont. Voilà, il y a beaucoup de choses à créer. La vraie problématique de la pêche de la carpe, bien souvent, alors ça change avec la pêche de la carpe, à la grande canne, au feeder notamment, et Michael pourra en parler tout à l'heure, c'est que généralement c'est une pêche qui nécessite quand même beaucoup de temps, de préparation, effectif en termes de pêche. Donc Ouais, si mais tu Geoffrey, ramènes il ça... dit que ça laisse le temps pour picoler. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal, quoi. Ah ouais, alors après avec les enfants c'est toujours un peu plus compliqué. Oh, il dort et qu'il se couche plus tôt, c'est tout. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, si tu commences à prendre la réalité, et c'est quand même ça le but du jeu, c'est à la fin d'être capable d'en vivre et d'en tirer un salaire. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, tu dois être capable de définir un tarif horaire, tu dois être capable de définir le matériel, l'amorçage, etc. Souvent, sur la pêche de la carpe, quand tu commences à être sur des prestations qui durent 24-48 heures, tu commences à être sur des tarifs qui peuvent être un petit peu élevés. Après, moi j'ai fait beaucoup de cadeaux à base de pêche de la carpe pendant 24-48 heures avec des gens qui venaient découvrir ça. On a la chance aussi d'avoir des fédérations qui se bougent pour nous offrir des parcours de qualité, et puis aussi des parcours privés avec des carpodromes qui nous permettent aussi d'avoir des bonnes conditions pour attraper du poisson. Tu vois. C'est vrai que tout est possible. C'est la règle du live, malheureusement les questions peuvent arriver à n'importe quel moment, mais quelqu'un, j'ai oublié son prénom, a fait une remarque qui est très juste, c'est un peu ce qu'on a oublié de dire. C'est quand même un guide de pêche et peut-être une formation et tout ça, mais c'est vrai que c'est d'abord une personnalité, et que bon, il y a des personnalités pour certains types de pêche et tout ça, mais moi je vois ceux qui réussissent, c'est quand même un certain profil psychologique, hein, c'est quand même assez particulier, et ça, donc là je sais plus qui a fait cette remarque, mais c'est tout à fait juste, c'est quand même un psychisme particulier d'être guide, même si on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et j'ai envie de dire ça va un petit peu sans dire. Nous, ce qu'on parle un petit peu derrière, c'est après comment matériellement on borde ça pour s'en sortir. Et parce qu'évidemment, on ne sait pas si on est fait pour ça avant de le faire ou d'y aller ou pas. Donc le meilleur moyen, c'est de passer par une formation pour écouter ce que disent les formateurs. Du bord ou en bateau? Ou dans la rivière, en wading? Moi je privilégie le bateau parce que c'est quelque chose qui me plaît. Après, est-ce que les gens ils sont prêts à payer? Par exemple, quelqu'un me disait dans un commentaire, ah, j'aimerais bien être guide pour faire du street fishing à je sais plus où, à Strasbourg, je crois. Très belle ville de street fishing. Et est-ce que ça c'est un projet, par exemple, si quelqu'un vient, Tom, auprès de ta formation pour dire moi je veux faire ça, est-ce que tu vas l'accueillir comment? Écoute, très bien. Moi, j'ai fait ça pendant de nombreuses années, et je pense qu'il y a vraiment un créneau sur la pêche du bord. Les jeunes, en fait, c'est pas tant ça la problématique. Je pense que quelqu'un qui voudrait faire que du street fishing avec des MJC, ok, c'est gérable. Tu vas en faire combien dans l'année? Et est-ce que ça aura une suite? Est-ce que c'est logique? Moi, personnellement, j'avais fait un choix différent. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure sur de l'animation.
j'ai pris énormément de plaisir à encadrer des gamins sur de la pêche au coup à 4 mètres. Maintenant, faire ça toute l'année, tous les jours, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce qu'il faut être capable de l'assumer et que, du coup, même si c'est ultra valorisant et si tu prends énormément de plaisir, tout l'aspect sécurité et l'aspect routine fait qu'au bout d'un moment, du coup, tu as envie de passer à autre chose. Donc nous, on avait envisagé les choses un petit peu différemment. On avait construit une chaîne et dans cette chaîne-là, tu retrouvais l'ensemble des actions. C'est-à-dire que on avait des gamins qui venaient commencer la pêche pendant les activités scolaires. Voilà, les TAP, on les avait pendant 1h30 par semaine. Et puis ensuite, on les retrouvait pendant les vacances sur nos stages pêche au coup. On les retrouvait sur les stages pêche 3 jours. Donc là, on les retrouvait sur 3 jours différents. Ensuite, ils passaient sur de la pêche au leurre. Ils avaient déjà les bases du milieu aquatique à travers la pêche au coup. On pouvait les faire passer sur la pêche au leurre. Et ils enchaînaient sur des stages 3 jours et on avait différents niveaux. Ensuite, on les retrouvait sur les journées à la pêche. Ensuite, on les retrouvait sur le club pêche, où là, on pouvait leur proposer pendant toute l'année des séances régulières sur le temps du mercredi, comme n'importe quelle activité sportive. Puis ensuite, on allait sur le club compétition, où là, du coup, on les ouvrait vers le monde de la compétition. Puis ensuite, et ainsi de suite, tu vois. Et on avait formé une chaîne. Ce qui fait que cette chaîne-là, tu retrouvais tout au bout de la chaîne, qui était la formation des guides, des gamins que tu avais eu 10 ans plus tôt sur tes premiers stages pêche au coup. Et non seulement c'était valorisant parce que du coup tu voyais une suite logique et du coup c'était important de les voir grandir et c'était intéressant de les voir grandir, mais en plus du coup tu n'avais pas de routine parce que tu pouvais alterner un petit peu de guidage de temps en temps avec si tu avais une demande particulière en bateau ou du bord, sur de la pêche au leurre ou sur de la pêche de la carpe, et en même temps gérer des animations basiques et en même temps être sur un club plus poussé, ouvert vers la compétition, et en même temps aller donner des cours sur la formation des guides. Donc il n'y avait pas de routine, ça nous a permis de vivre comme ça pendant 10 ans, et en ayant une saisonnalité aussi, parce que la pêche au coup au plein mois de février, avec des gamins que tu vas prendre en CE1, CE2, concrètement ça va être compliqué. Par contre, c'est peut-être une bonne période pour aller sur un salon et proposer un espace d'animation. Ouais, d'ailleurs, tu as ton espace d'animation là qui est... À chaque fois, tu me saoules avec ça. Je vais me faire humilier au lancer sur cible. Là, dégueulasse ce truc. Et alors, Tom, donc j'en avais 2-3 autres, mais on va laisser tomber. Je demandais France ou étranger, adulte ou enfant, apprentissage ou capture. Bon, bref, qu'importe. Toi, un petit mot de conclusion. Et après, on rappelle Michael qui a écouté, je pense, très attentivement le live et qui va certainement avoir son mot à dire sur peut-être des bêtises que j'aurais dites ou des choses comme ça. Surtout moi, je pense. Non. Et quel est ton mot de conclusion? Et après, je te laisse raccrocher. On rappelle Michael une dernière fois. Mon mot de conclusion, déjà, c'est merci de nous donner l'occasion de présenter ce métier-là et voilà, de répondre aux questions des gens, parce que je pense que c'est un métier qui fait effectivement rêver, c'est un métier qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu, mais aussi parce que pendant longtemps, on a eu des difficultés à communiquer efficacement pour pouvoir le faire connaître. Et grâce à toi et grâce à plein d'autres, du coup, on peut commencer à vraiment parler de notre métier, de notre formation, avec des retours intéressants et des gens qui sont, comme Julien, qui sont des experts et qui sont aussi passés de tous les côtés de la barrière. Donc ça, déjà, un grand merci. Évidemment, en 1h30, on ne peut pas tout dire. On a essayé de dégrossir, comme à chaque fois. C'est parfait. Après, si j'ai vraiment un mot de conclusion, c'est que si vous avez eu l'occasion d'emmener des gens à la pêche, un voisin, quelqu'un de la famille, etc., et que vous y avez pris du plaisir, que le moment où cette personne-là, vous lui avez transmis quelque chose et vous avez senti cette petite émotion qu'on peut ressentir quand on fait prendre un poisson, si c'est quelque chose qui vous motive, alors prenez le temps de réfléchir. Posez-vous, imaginez, regardez autour de vous, regardez les produits qui sont proposés, les gens qui sont en activité, et puis commencez à vous renseigner sur le tarif. Voilà, aujourd'hui, si je veux en vivre à temps plein, si je dois réaliser tant de sorties à l'année, est-ce que c'est réalisable ou pas? Puis une fois que vous avez fait ce premier tri et que vous avez commencé à clarifier un petit peu votre idée, alors dans ce cas-là, commencez à prendre contact avec soit des guides de pêche qui seront à même de pouvoir vous répondre et vous dire, voilà, là, tes idées, elles sont bonnes, mais elles ne reflètent pas ce que moi, je peux vivre. Soit venez nous voir dans les centres de formation et on se fera un plaisir de pouvoir répondre à vos questions et pouvoir vous aiguiller au mieux dans votre projet d'installation. Merci Tom, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce live. Je sais que c'est pas toujours facile de s'exprimer sur son métier, en sachant que tu me connais, il y a des fois je pose des questions qui peuvent être délicates.
C'était vraiment super que tu participes. Je te laisse raccrocher. Je te remercie une dernière fois. Allez. Pendant que Julien répond à la question que je vais lui poser, que quelqu'un a posée en commentaire, je rappelle Michael pour qu'il puisse nous dire ce qu'il a pensé de tout ça. Merci encore, Tom. Juste avant de partir, encore une fois, et je sais qu'ils étaient nombreux à regarder ton live. Voilà, j'ai un grand message d'encouragement à tous nos stagiaires de cette année qui sont en train de vivre des périodes qui sont pas faciles concrètement. On essaye de faire en sorte de pouvoir continuer les cours par visioconférence, on les accompagne au mieux. Mais ils se posent énormément de questions sur leur avenir, donc je leur passe un grand concours, un grand bonjour. Et puis vraiment à tous les guides qui sont en installation, courage, parce que c'est une période pas facile, mais les gens auront besoin de sortir et auront besoin de retrouver des vrais plaisirs et ils feront appel à vous. Courage à vous tous. Merci, allez, je me casse. Tom. Ciao. Non, Julien, Moi, mon problème, c'est pas de répondre aux questions, c'est de m'arrêter. C'est ça le problème. Et là, il a pas bu. Allez, salut, Tom, on se rappelle après. Salut, mec. Ça, c'est quand même des bons gars. Alors, pendant que je rappelle Mickey, il y a une question qui est passée, alors, qui m'a plu. Peut-être. Alors, sachez qu'il y a quand même une question que je sélectionnerai après, même parmi celles auxquelles j'ai pas pu répondre, peut-être poser. Il y a quelqu'un qui va gagner un lot Savage Gear. Ça sera probablement la personne qui a posé cette question, qui était excellente. Dans quelle mesure on peut sélectionner sa clientèle ou pas? Eh bien, si je prends mon cas par exemple, la clientèle, elle se sélectionne déjà sur le site internet. Les gens vont voir, par exemple, comme on évoquait tout à l'heure, ceux qui veulent conserver des poissons, ceux qui veulent remplir une glacière. Déjà sur le site, ils vont voir que c'est marqué que c'est contraire à ce que je pense. Ouais. Et quand s'ils vont jusqu'à m'appeler, je vais leur dire que non, ce sera pas avec moi qu'ils vont faire ça. Donc voilà, par exemple, moi ça m'arrive de dire aux gens, voilà comment ça se passe avec moi. Donc si vous venez, on va pas. Ça, c'est une position de principe. Mais par exemple, d'un point de vue matériel, c'est-à-dire si dans quelle mesure on peut se permettre de dire non à des clients. Enfin, je veux dire, est-ce que pour avoir des revenus suffisants, on peut se permettre de refuser vraiment beaucoup de monde ou si on est obligé de faire beaucoup de concessions quand même? Je sais que ta question n'est pas facile. Ouais. Alors plus le temps passe, j'imagine, plus on peut se le permettre, évidemment. D'une part, la clientèle, déjà, tu fais une sélection par le tarif aussi. Donc bon, alors moi je mets en place un produit d'appel qui dure 3 heures où c'est moins cher pour justement. Mais qui est vachement bien, c'est ton coup du soir là. C'est super ça. Ouais. Donc ça permet que les gens qui n'ont pas forcément les moyens découvrir en remplissant le bateau en groupe de 5, ils viennent et ils découvrent l'activité. Ouais. Voilà, par exemple. Ouais. Sinon après, la sélection elle se fait naturellement, j'ai envie de dire. Michael, alors pour le coup, j'imagine que tu as suivi le live avec attention. J'espère que tu as pu capter tout ça avec ton réseau. Et alors, deux choses. Alors peut-être des correctifs que tu aurais apportés sur ce qu'on aurait dit, parce que le but du jeu, c'est pas de nous faire plaisir les uns les autres, c'est de dire la vérité. Et puis ton mot de conclusion, peut-être par rapport à tout ça. Moi je voulais revenir sur 2-3 points, puis une petite conclusion. La première chose, par rapport... on parlait des différents centres de formation et autres. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les sélections et les épreuves de sortie sont les sélections techniques, les épreuves techniques et les sorties sont communes. L'entretien de sélection dépend de chaque centre de formation. On sélectionne qui on a envie après les réussites des tests techniques. Ouais. Et les rubans pédagogiques dépendent de chaque centre. Ça veut dire que les intervenants, le contenu, les personnes ressources, comme tu le disais, qui sont hyper importantes, qui tu vas rencontrer et ce que tu vas faire pendant la formation. D'ailleurs, Michael, je fais une petite parenthèse pour qu'on comprenne bien. Par exemple, qui sont tes intervenants pendant la formation? J'ai vu passer des copains, Guillaume Martineau, tout ça. Qui vient et intervient? Alors, nous, on a beaucoup de monde, comme le disait Tom, il y a une trentaine d'intervenants. Donc, allez, ceux qu'on est susceptibles de connaître. Mais on va avoir Arnaud Brière qui vient pas sur des techniques de pêche, mais qui vient pour du retour d'expérience, parce qu'il a monté un des plus beaux projets qui existent en Irlande. En technique de pêche, on a Bruno Joncourt sur la mouche, qui est vraiment un guide référent. Moi-même sur la carpe, le feeder. Sur la pêche au cou, Jérôme Taureau, moi et Jean-Pierre Missery, qui est quand même aussi quelqu'un de référent sur la technique. J'ai pas toujours choisi et j'ai pas fait le choix de choisir que des guides de pêche en intervenant.
Par exemple, sur la compta gestion, j'ai pris quelqu'un qui est spécialiste et qui était directeur d'une maison de l'emploi. Ça paraît logique. Voilà. Dans les gens connus, Fred Briou, sur le carnet, on a Aurélien Lagarros. J'ai vu sur les formations éco-sondeurs. Enfin, il y a quand même beaucoup de monde qui passe. C'est vraiment. Et après, on a aussi la chance d'avoir beaucoup de partenaires professionnels et industriels. Il y avait même Manu Norena qui venait à une époque, mon pote Manu, mon pote de pêche. Ouais. Donc les stagiaires ont la chance d'avoir du matériel à disposition pour pouvoir faire leurs animations ensemble, pour pouvoir s'entraîner quand ils ont besoin, même on leur laisse en perso dans les structures de stage. Ouais. Des industriels comme Garmin, Navicom, Guillaume Martineau avec Airmark qui viennent former les gens. Donc c'est quand on a la chance d'avoir Fred Lavion ou Christophe Soares qui viennent en formation, forcément ça, en termes de personnes ressources, c'est énorme. Oui. On fait participer les stagiaires sur la base du volontariat à différents salons s'ils veulent. En jury, on a des mecs comme Julien ou son pote Cédro, donc des mecs qui sont installés, qui connaissent le métier. Voilà. C'est très très riche en termes de ressources humaines. Alors donc excuse-moi, on ferme cette parenthèse, vas-y continue sur ce que tu disais. Ça c'est le un point important à se renseigner quand on choisit son école si on veut devenir guide de pêche. On a la facilité de se dire je vais à côté de chez moi ou on va se renseigner sur ce qui nous intéresse, qui on va rencontrer, qu'est-ce qu'on va y faire, est-ce qu'on va faire des animations. Nous on a la chance de faire passer les permis bateau, on parlait de petit jeune là que c'était une belle expérience pour lui. Voilà, tout ça c'est des points qu'il faut aller chercher. Maintenant ce qu'il faut aussi savoir c'est que les écoles on travaille ensemble aussi, on se considère pas concurrents mais au contraire plutôt partenaires sur les choses. Et on essaye de faire des choses en commun en gardant nos différences, c'est important. C'est important. Donc je pense que là, c'est aux gens d'aller chercher les différences. Comment on fait d'ailleurs? Il y a le site internet, on peut passer un coup de fil? Il y a le site internet et puis il ne faut pas hésiter surtout à nous contacter, envoyer un mail, on a parlé à Thomas ou moi, on vous expliquera comment ça se passe. Voilà. Après, un point qui m'a fait sourire parce que je l'entends depuis longtemps, les formations et surtout les formateurs, c'est la bonne place. Je voulais revenir un petit peu dessus parce que alors ça a beaucoup évolué aujourd'hui sur les salons, on voit bien que les gens y a un intérêt. Il faut savoir qu'il y a 10 ans on me demandait si pour certains patrons industriels me chambraient un peu en me demandant si je formais encore des futurs chômeurs. Ça me faisait pas forcément plaisir. Oui, c'est vrai. Alors, je pense que ça à une époque ça a été un petit peu vrai, que ça l'est moins aujourd'hui, mais pour le coup ça reste évidemment. Peut-être. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que je suis pas fonctionnaire donc j'ai besoin d'avoir un recrutement. Ce qui me fait plaisir, c'est de savoir qu'aujourd'hui, j'ai quand même plusieurs, voire pas mal de stagiaires qui peuvent avoir des salaires plus hauts que le mien. Donc on n'est pas le haut de l'échelle. Et, donc là, on parle quand même de 4-5 000 euros quand même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les financeurs, dont la région Bretagne, qui est notre principal financeur, ils donnent pas de l'argent pour donner de l'argent. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a des enquêtes d'insertion professionnelle, et que si vous voyez pas une insertion professionnelle derrière, il y a longtemps qu'il n'y aura plus de financement et plus de formation. Il faut imaginer ce que ça coûte un chômeur justement. Enfin, je veux dire, ça coûte beaucoup plus cher que même un fonctionnaire. Donc il faut. Donc c'est pour ça que c'est très important. S'il le ferait pas, si derrière il se passait rien, évidemment. Non, s'il se passe rien. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si on répond pas à d'énormes qualités de formation et d'insertion professionnelle, il n'y a plus de formation. Donc on est certes privilégié parce que je trouve que c'est un privilège de se dire et c'est pour ça que j'avais choisi ce métier, c'est j'aide des gens à créer un projet professionnel, mais aussi je donne une philosophie, une coloration à un métier que j'ai moi-même exercé autour de l'éducation à l'environnement. Gaëtan pose une question qui est intéressante. Il dit: est-ce qu'on peut passer d'une école à l'autre en gardant les acquis? Genre, admettons, tu as validé une partie de des trucs et après tu veux passer ailleurs. Oui, tu peux à la condition d'être resélectionné par la nouvelle école. Tu peux pas faire de toi-même dire au lieu d'année je pars dans l'autre sens. Mais oui, c'est possible. Thomas, il dit: à 5 000 euros, merde, je me suis fait avoir. Ah oui, Tom. Et après, dernier point sur le nombre de guides de pêche, c'est assez compliqué comme point de vue à avoir parce qu'en fait, par exemple, l'été, même sur des secteurs où il y a beaucoup de guides de pêche, on a des remontées d'offices de tourisme, de camping, de gens qui bossent dans le tourisme qui nous disent nos clients n'ont pas trouvé de guide parce que tous ceux qui sont en place, et pourtant il y en a beaucoup des fois, ils sont complets.
Et inversement, l'hiver, tout le monde, et personne n'a de clients parce qu'il n'y a pas forcément de clients. Donc, il faut vraiment le voir comme une activité. Alors, moi, j'aime pas dire complémentaire. Après, c'est saisonnier aussi comme activité, il faut dire la vérité, quoi. En tant que guide et sur certains produits, après, vous avez bien débattu. Il y a un micro qui est en train de partir en vrille, là. Il y a quelque chose qui prend feu. C'est lequel de vous deux? Non, c'est bon. C'est bon, c'était peut-être moi. C'est bon, vas-y. Ah, c'est peut-être toi, Julien, ouais. Michael? Ah, il s'est figé. C'est peut-être Michael, finalement. Il s'est... Eh ben, dis donc, il y a un coup de froid en Bretagne et une gelée surprise. Après, si je peux... Vas-y, Julien, pendant ce temps, pendant que j'essaie de récupérer la connexion. Ceux qui sont tentés par le métier de guide, voilà, ce qu'il faut, c'est déjà établir un projet, faire une étude par rapport au projet qu'on veut mettre en place. Et puis ensuite, il y a des tests à passer. Donc, comme disait Mickaël, il y a les sélections. Mais voilà, ceux qui veulent le faire, faut vraiment qu'ils étudient bien les choses, qu'ils contactent via Pôle emploi, via une pépinière d'entreprise, qui mettent en place leur projet et puis qu'ils y croient. Mais voilà, c'est quelque chose qui est possible, aussi bien en eau douce qu'en mer. Celui qui veut et qui se donne les moyens pour y arriver, il va y arriver, ça c'est sûr. Michael, donc on t'a récupéré, oui. Ça a gelé, je ne sais plus exactement où tu en étais quand ça a gelé. Oui, j'étais pour dire que voilà, il y avait beaucoup de demandes en été, c'était difficile. Voilà, il y avait une demande et qu'en tout cas il y avait une remontée que si nous des fois de notre côté on avait l'impression qu'il y ait trop de monde déjà en place, c'était pas toujours le cas des gens qui étaient dans le tourisme. Et que le fait d'avoir des projets différents, d'avoir déjà des guides de pêche sur des territoires, ça fait connaître le métier parce que c'est un métier qui est récent. Et j'ai encore c'est sûr que c'est aussi l'offre qui fait la demande, ça c'est sûr. Voilà, qui ne connaissent même pas le métier. Donc il faut pas saturer les territoires, mais il faut être vigilant sur cette affirmation. C'est vrai. Puis, il y a Anima Pêche qui fait une remarque très bonne, il dit souvent le projet d'entrée et le projet de sortie est complètement différent. Alors ça c'est clair, moi je pense que si on prenait les projets à l'entrée et à la fin, on rigolerait tellement ça a changé. Ce qui prouve que la formation est efficace. Voilà, c'est ça. On a les deux, on a des gens qui arrivent avec des projets qui ne changeront pas de A à Z, et puis on a aussi souvent des projets qui évoluent complètement. Mais c'est plutôt bon signe, c'est une prise de conscience. Oui, c'est bon signe. Oui. C'est bon signe, et puis c'est des découvertes. J'ai eu quelqu'un qui était rentré pour être guide de pêche au Brochet en Suède une année. Il était pourtant quasiment embauché par un camp de pêche, et puis il a fini animateur fédé parce qu'il s'est découvert une envie d'animer les enfants, en fait. Il ne connaissait pas. Donc, et alors, donc, je t'ai interrompu, mais c'est un peu le jeu du live aussi, donc continue après ton déroulé. Non, après, sur les points à rajouter, c'était plus une conclusion de dire qu'à travers ce diplôme de BPGEPS et cette appellation de moniteur de pêche, on a quasiment plusieurs métiers. On peut être animateur auprès d'enfants, de personnes en situation de handicap. On peut utiliser la pêche comme outil de découverte de l'environnement, mais on peut être aussi sur plutôt des métiers sportifs où vraiment on enseigne la pêche et on fait progresser, voire de découverte touristique où on fait découvrir un territoire par la pêche. Donc faut bien penser les projets. Moi j'ai tendance à dire faut regarder ce qui se fait, mais faut pas copier ce qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses encore à inventer. Un métier qui a le diplôme, il a été créé. Mais c'est ça une étude de marché, c'est regarder ce qui se fait pour essayer d'innover. Complètement. Et un métier qui a aujourd'hui, il a 17 ans, il a été créé en 2003. C'est un métier quasiment tout neuf en termes de diplôme. Donc il y a encore des choses à faire. Ouais. Julien, ton mot de conclusion? Après on joue à un jeu Cordon Pêche Évasion. Ouais, oui, s'il reste encore un peu de monde pour regarder. Écoute, il reste 80 personnes. Non, mais c'est énorme, c'est plus que ce que je pensais qu'il y aurait pendant le live. Donc, tu vois. Mais on est monté très haut, on est monté très très haut. Il y a eu du monde, ça a intéressé du monde. Ouais. Donc, c'est cool. Après, le mot de conclusion, c'est un peu ce que j'ai dit avant, juste avant. C'est celui qui a envie de le faire, qu'il le fasse, mais qui pense bien à tout mettre en œuvre, en fait, pour mener à bien son projet. Et à bien tout prendre en compte, c'est que pendant une année, il va falloir mettre de côté quand même le côté famille. Donc si on a une femme, des enfants... Le côté pognon aussi un petit peu quand même. Le côté pognon, parce que moi si je prends mon cas, je me suis retrouvé pendant l'année de formation avec 1000 € de chômage.
Donc, quand tu n'as plus que ça pour vivre, voilà, faut bien tout prendre en compte, tous les paramètres financiers, familiaux, et le côté, ce projet pro, voilà, faut. Il y a une question qui tombe qui est intéressante. Est-ce que vous vous êtes donné une mission d'approche de l'éducation nationale pour la sensibilisation aux jeunes? Est-ce que ça fait partie des missions des guides au niveau local ou je ne sais pas, est-ce que ça fait partie des choses que vous faites ou c'est resté dans l'escarcelle des fédérations avec les directeurs techniques et tout ça? C'est pas forcément resté à l'échelle des fédérations, mais c'est souvent des associations qui le font, tout simplement que l'agrément éducation nationale est plus simple à avoir quand on est en assos qu'en indépendant. Ouais. Il n'est pas impossible de l'avoir en indépendant. D'accord. Bah écoutez, merci les gars. Julien, dans une seconde, tu vas poser la question qui permet justement de gagner des journées de pêche. Alors, Julien a mis en jeu 2 demi-journées de guidage avec lui à Royan, donc en Atlantique. Et figurez-vous que comme le projet a plu à la FFBS Big Game, donc là c'est des compétiteurs, c'est pas des guides de pêche, et bien le capitaine de la FFBS Big Game, a décidé d'offrir une journée de guidage avec lui, de pêche avec lui du côté de Marseille pour pêcher le thon rouge. Donc vous voyez, ça peut être assez sympa. Donc le principe c'est quoi? On fait des lives 6 jours sur 7. Et bien tous les soirs ou presque, quand Julien est sorti de la sieste à temps, on vous pose une question. Les 3 premiers à répondre, on met leur petit nom sur un bout de papier dans une urne, et à la fin du confinement ou avant, parce que comme le confinement s'est prolongé, je pense qu'on va peut-être le faire avant, on tire 3 noms et ces 3 noms-là, ils gagnent une journée de pêche ou une demi-journée de pêche, donc ça c'est assez cool. Moi, mon petit mot de conclusion, il tient en une phrase. Je pense quand même que c'est un métier formidable, évidemment, et que la formation est nécessaire parce que, comme je le dis souvent, c'est le meilleur moyen de réaliser ses rêves, c'est d'arrêter de rêver. Et je pense que ces formations, elles ont un atout extraordinaire. Elles remettent un peu les pieds sur terre. Il faut venir avec ses rêves, mais il y a un moment, il faut se réveiller, il faut mettre les pieds sur terre. Et c'est le seul moyen de réaliser ses rêves. Julien, quelle est la question pour le jeu? Et après, pendant que vous y répondez, je vous donne le programme de la semaine à venir. Et donc, pour la question d'aujourd'hui, donc la réponse, elle va être en partie sur le site, mais c'est aussi un peu de la connaissance. Donc, je vous demande quel est le nom du phare sur mon territoire de pêche. D'accord, donc il y a un phare du côté de Royan. Et dans phare qu'on voit quand on pêche avec Julien, d'ailleurs, on l'a vu plusieurs fois, même prendre la foudre. Et voilà, il vous demande quel est le nom de ce phare, vous le mettez en commentaire. Après le live, Julien repérera les 3 plus promptes à répondre, et ceux-là participeront au tirage au sort. De mon côté, demain, pas de live, parce que c'est dimanche. Et lundi, le live se passera sur Okuma France, la page Okuma France, et ça concernera vos moulinets de pêche. On va vous apprendre d'abord comment faire l'entretien rapide, l'entretien approfondi, beaucoup de choses que vous ne savez pas sans doute sur votre moulinet de pêche, en particulier le nombre des pièces qui le composent, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'en fait un moulinet, d'un point de vue ne serait-ce que des propriétés physiques. Ça se fera avec le chef produit Okuma Europe, qui est français de Okuma. Et en plus, on vous fera des petits cadeaux et on vous donnera quelques astuces sympas, ça devrait être assez cool. Mardi, pour ceux qui connaissent, traditionnellement, c'est l'apéro Savage Gear. Donc sur la page Savage Gear France, on fait un apéro, j'ai un invité, on se bourre la gueule pendant le live. Donc le plus intéressant, c'est souvent au début. Et là, ça sera Fabien Mario, qui est l'acheteur des magasins Manu Centre. Donc un mec qui connaît très très bien le business des détaillants. Et avec lui, on parlera de plusieurs choses. On parlera évidemment, ça rejoint un peu la thématique de ce soir, travailler dans la pêche, devenir détaillant soi-même, ou travailler comme salarié, comme vendeur dans un magasin d'articles de pêche. Comment ça se passe, c'est quoi les critères de sélection, est-ce que c'est une bonne idée, quel est le fond du métier. Et puis évidemment, comme on est chez Savage Gear et que Fabien est un très grand spécialiste de la pêche au leurre, et il nous parlera de ses leurres Savage Gear préférés, ceux qui ont disparu, ceux qui sont encore là, avec des conseils de pêche. Et puis on en profite le mardi, souvent on rigole, il y a des petits trucs sympas. Mercredi, on passe en revue vos plus belles prises en photo, toujours sur Savage Gear France. Jeudi, ça sera un Lunker Quiz, donc c'est un petit truc humoristique inspiré du Burger Quiz d'Alain Chabat. Et cette fois-ci, ça sera Manu Norena contre David Dubreuil, que vous connaissez tous les deux, je pense. Et puis vendredi, on vous fera toujours sur Savage Gear France un petit tutoriel pour réussir vos photos de pêche avec Sylvain Boulneau. Donc bonne prise de vue, les bons réglages, le travail en post-prod par exemple sur Photoshop ou un petit logiciel gratuit, et pour permettre d'améliorer vos clichés. Et samedi, je ne sais pas encore ce qu'on va faire ici sur Numa Fishing. Est-ce que j'aurai le temps de préparer la suite du live sur les animalistes qui vous avaient tellement plu, mais je ne voudrais pas le bâcler, donc peut-être que je me laisserai une semaine de plus. Ou autre chose, on a un peu de temps pour y réfléchir. Est-ce que Julien, tu as vu passer des réponses déjà?
Pas du tout, c'est mon ordi qui a planté, donc je n'ai rien vu du tout. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, vous pouvez continuer à commenter même après le live. On reprendra le fil du flux et on vérifiera qui a fait ça. Michael, merci beaucoup d'avoir accepté